Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai encore une fois l'honneur et le plaisir d'accueillir une catcheuse québécoise. Aujourd'hui, c'est avec Lou. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Salut, merci de me recevoir. En fait, moi, je suis catcheuse, une lutteuse québécoise. Je m'appelle Lou O'Farrell. Ça fait quelques années déjà que je suis sur le circuit indépendant au Québec. Puis, je roule ma bosse à la NSPW, une des plus grosses promotions qu'on a au Québec, voire même au Canada. Puis, ça va bien, là. Fait que ça fait une couple d'années que je fais ça. Puis, je vais essayer de soigner mon langage pour être compris du plus grand nombre de personnes possible. Non, mais ne t'inquiète pas, il y a pas de souci. Tu verras, la première question, elle est toute simple, hein, c'est la question que je pose à tout le monde. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde? À la télévision, on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi, tes premiers contacts avec le catch? Premier contact, je devais être, j'étais jeune, je devais avoir 5 ou 6 ans, puis évidemment, ça a été à la télévision, mon père écoutait ça avec mes frères, bien sûr, puis moi, je regardais le produit, c'était un spectacle pour moi, sans penser jamais dire, oh mon Dieu, je trouve ça le fun, j'aimerais faire ça de ma vie, c'est vraiment merveilleux. Moi, c'était juste un spectacle que je regardais à la télévision avec mes frères et mon père, puis c'est resté là des années de temps. La lutte s'est disparue de ma vie même pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ça revienne à l'adolescence, parce que mon frère avait commencé à écouter ça plus régulièrement. C'est redevenu un peu dans ma vie. Puis, on habitait dans une petite ville québécoise dans ce temps-là qui s'appelle Sherbrooke. Puis, il y avait une promotion, là, une petite promotion locale là, qui avait commencé qui fait ses débuts. Ça s'appelait la SCW, la Sherbrooke Championship Wrestling. Puis, c'est mon frère qui a commencé à lutter pour eux. Fait que moi, je suis allée voir mon premier spectacle de lutte indépendante. C'était la SCW, j'avais 15 ans. Puis c'est là que le déclic s'est fait. Quand j'ai vu la lutte live, à la Ok. télévision, ça ne m'intéressait pas. C'était juste un spectacle. Je ne pensais pas du tout pouvoir faire ça. Puis, non, c'est quand j'ai vu le show live, parce que je faisais déjà du théâtre au secondaire, pas mal. J'avais commencé une couple d'années à faire du théâtre. Fait que là, je les voyais tu sais, mon frère, je vois bien là, que c'est un show qu'il donne là, avec ses amis là, à faire semblant de se taper sur la gueule. Fait que c'est ça qui m'a attiré. C'est le contact vrai avec la lutte, puis de voir que c'était une gang qui faisait du théâtre eux aussi. Puis là, c'est ça qui m'a donné le goût d'essayer. Ok. À l'époque, tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou c'est encore beaucoup trop loin dans tes souvenirs? Ah, c'est trop loin dans mes souvenirs. Je me rappelle pas du match en tant que tel, mais je me rappelle par contre que malgré le fait que j'avais 5 6 ans puis que je jouais au Barbie, mon préféré, ça restait Stone Cold Steve Austin quand il arrivait sur le ring avec son gros 4 roues puis qu'il il faisait la vie dure à son boss. Ça a rapidement devenu mon préféré. Tu as expliqué que toi, c'est en voyant ton frère sur le ring qui t'a donné ce déclic. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps avant de prendre officiellement ta décision? C'était le plus rapidement possible. Quand que j'ai été voir mon frère lutter, j'avais 15 ans, puis je ne pouvais pas, je pouvais pas commencer à m'entraîner tout de suite parce que je n'avais que 15 ans, puis les autres, c'est une question d'assurance. Il fallait avoir au moins 16 ans avant d'embarquer dans le ring. Fait que j'ai tout simplement attendu d'avoir 16 ans. Et dès que j'ai eu 16 ans, la semaine d'après, j'étais dans le ring, puis j'ai commencé à m'entraîner avec les boys. Qu'est-ce qui fait que justement, tu vois, enfin, tu es resté dans le catch parce qu'on sait très bien, malheureusement, tu vois, enfin, il y a plus d'hommes que de femmes, malheureusement. Qu'est-ce qui a fait que le catch, honnêtement, toi, ça t'a accroché comme ça? Ça m'a accroché comme ça, d'une part parce que j'étais bonne tout de suite. Je suis quelqu'un qui est naturellement, tu sais, plus acrobate, je suis quand même athlète, puis j'ai un contrôle facile de mon corps, puis j'ai pas peur non plus. Fait que je suis devenue bonne rapidement à la lutte. Puis tu amènes un point intéressant quand tu parles il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est vrai, mais ça a été aussi le fait que j'ai commencé à lutter avec des gars. Depuis le début, j'ai commencé à m'entraîner uniquement avec des hommes. Il y avait juste une autre fille avec qui je m'entraînais, c'était ma grande chum dans ce temps-là. C'est encore ma grande chum, Geneviève, avec qui j'ai commencé à m'entraîner, mais on était tellement entouré d'hommes qu'on n'a pas eu le choix de commencer à s'entraîner avec eux, de lutter avec eux. Puis c'est aussi, les gars de leur côté acceptaient de lutter contre des filles. J'ai jamais ressenti, quand j'ai commencé à lutter pour la SC, que
ah, les gars trouvaient ça weird de lutter contre moi, puis ils trouvaient ça dégueu, puis ils voulaient rien savoir. Fait que le fait d'être accepté par les boys, puis de l'avoir naturellement, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je suis restée accrochée là, sur ce sport-là, puis que j'ai continué à en faire des années de Ok. temps. C'était quoi les choses les plus compliquées à tes tout débuts? Parce que, comme j'ai dit à chaque fois, c'est beaucoup plus différent, tu vois, entre ce qu'on voit à la télé et une fois qu'on le fait au niveau, tu vois, enfin, au niveau du cardio et tout. C'était quoi, toi, la chose la plus compliquée que tu dirais? Le plus compliqué, c'est de monter un match qui fait du sens. Surtout quand que tu viens de commencer dans la discipline, puis qu'il n'y a pas nécessairement des agents, parce qu'il y a des fois des promotions qui ont des agents qui vont aller voir les talents puis qui vont les aider à monter un match qui fait du sens. Mais quand tu es jeune puis tu connais pas grand-chose à la lutte, tu n'as pas le côté psychologie de la lutte, là. Fait que tu fais juste une série de moves dans ton match, puis sans qu'une tête. Des fois, c'est dur de mettre une histoire parce que t'es pas. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. On a pas mal été coaché, je pense, dans mes débuts, à raconter une histoire dans le ring. Puis là, c'est rapidement devenu comme secondaire pour moi, même si c'est la chose qui est la plus importante dans un match de lutte, c'est l'histoire que tu vas raconter aux spectateurs. Puis ça, c'est quelque chose, c'était une grosse lacune que j'avais, puis j'ai eu longtemps. Puis ça a été, je pense, ça le plus difficile pour moi à apprendre, je te dirais. Ok. Du coup, à ce moment-là, tu savais vraiment que tu voulais te lancer dans le catch. La réaction de ta famille, ça a été quoi? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? C'était quoi vraiment la réaction? Parce que, tu vois, comme tu disais, tu as commencé avec des hommes. C'est vrai qu'en général, tu vois, bah, ça peut bloquer certaines personnes. Sinon, la réaction de ta famille, ça a été quoi? Je te dirais que du côté de ma mère, j'avais beaucoup de soutien. Elle voyait que j'avais une passion pour ce sport-là, puis que j'aimais ça, puis que je voulais continuer. De ce côté-là, ça s'est bien passé. Je veux dire, c'est elle qui payait mes cours là, au début. J'avais 16 ans, j'avais pas de travail. Ça me coûtait quand même de l'argent aller m'entraîner. C'est elle qui me payait mes cours, tu sais. Mon père, de son côté, il était moins enchanté, disons, de voir sa fille aller se battre contre des gars dans un ring, même si c'est arrivé à plusieurs reprises que je luttais contre des femmes. Je ne luttais pas uniquement contre des hommes, mais c'est arrivé quand même souvent là, dans ma carrière là, que je lutte contre des hommes. Puis lui de son côté, il me l'a avoué là, que c'est pas son passe-temps favori. Il aurait préféré probablement que je fasse autre chose, mais non, moi j'aime beaucoup trop la lutte. J'étais incapable de m'en. Tu sais, je veux dire, je me suis pas lancée dans la lutte la tête première en oubliant le reste. Tu sais, j'ai continué à aller à l'université. Je suis allée me chercher un baccalauréat, puis j'ai jamais tout lâché pour juste me le lancer là-dedans puis commencer à faire comme les gens font sur la scène indépendante, c'est-à-dire partir aux États-Unis, dormir dans mon char pour des payoffs de presque rien. Je voulais pas faire ça non plus. Fait que j'imagine que ça l'a aidé mes parents à pas trop s'inquiéter. Parce que je me suis dit, bon, je veux pas je veux quand même avoir des études supérieures puis avoir un diplôme, puis d'un coup que ça marche pas, je vais avoir au moins un diplôme, mais tu sais, je me suis jamais lancé à tête première dans la lutte, fait qu'on ne saura jamais si j'aurais pu percer là-dedans ou pas, mais non, je pense à cause de ça a fait en sorte que ça n'a pas été trop pire pour mes parents. Ok. C'était quoi un petit peu, parce que tu vois, c'est là où c'est le plus compliqué au niveau de l'école et tout. Comment toi ça se passait? Est-ce qu'ils l'ont appris que tu faisais de la lutte? Est-ce que tu avais des regards plutôt enfin, curieux, des regards un peu moqueurs? Parce qu'en général, on sait que quand on arrive, entre guillemets, tu vois, enfin, alors en primaire ça va, mais quand on arrive après dans la cour des grands, faut arrêter un peu de se comporter comme des bébés, hein, comme on me disait, alors qu'en fait, c'était pas du tout comme ça. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Comment ça se passait pour toi, ta scolarité? Quand que j'ai commencé à lutter, j'étais au secondaire encore. J'avais 16 ans, puis moi, j'étais dans une école secondaire privée pour jeunes filles. Ok. Fait que il y avait pas d'autres, il y avait pas de jeunes garçons avec moi, j'étais juste avec des filles de mon âge. Puis quand j'arrivais avec le fait que je faisais de la lutte, ben les filles étaient curieuses, ils trouvaient ça beaucoup trop extrême pour, tu sais, pour elles. Je veux dire, c'est absolument pas quelque chose qui aurait intéressé la vaste majorité des filles avec qui j'allais à l'école, mais je me suis jamais sentie mise de côté ou marginalisée parce que je pratiquais ce sport-là. Même les filles trouvaient ça intéressant que je faisais quoi de différent, mais il y avait une petite curiosité pour le produit, mais sans plus, parce que dans ce temps-là, la lutte au Québec était populaire. Elle est comme tombée dans un creux de popularité
pas assez dérangeant, mais assez inquiétant quand même. Je te dirais, entre les années 90 puis début 2010, la lutte au Québec, ça volait pas haut. Là, on est en train de reprendre du poil de la bête puis de redonner des lettres de noblesse à ce sport-là, mais je dis sport, mais c'est plus un spectacle qu'un sport, mais c'est vraiment spécial comme discipline. On pourrait dire discipline. C'est quand même, ça englobe mieux. Mais oui, c'est ça. Fait que si plus tard au cégep, c'est un petit peu la même histoire dans le sens que les gens étaient curieux. Beaucoup, beaucoup de curiosité. Ils étaient un peu étonnés à cause de mon gabarit, je pense. Parce que je suis pas une grosse fille. Je fais 5 pieds 4. C'est quoi? C'est, ouf, 160 cm, 164 cm. Non, non, ça c'est trop grand. Non, c'est trop grand. Je 150 pourrais pas cm. t'aider, moi j'y connais rien du tout, donc je pourrais pas t'aider. La grandeur, la grandeur moyenne pour une fille, c'est quoi? Ça doit être, je crois, 1m60 ou 65, je crois, si j'ai C'est envie ça, de je dire suis de dans ces conneries sur eaux-là. là-dessus. Moi, je suis dans la moyenne. Fait que 160, 165 cm, je dois peser, je sais pas, moi, 56 kilos, quelque chose comme ça. Fait que si je suis pas grosse. Moi, je suis 5 et 420 livres. Hein. Puis, je suis pas énorme. Fait que quand que je dis aux gens que je fais de la lutte comme Hulk Hogan, The Rock faisait de la lutte, ben souvent, leur premier réflexe, c'est de me regarder des pieds à la tête et de faire « Toi, tu fais de la lutte? » Hmm. Je suis là, ben Ouais. oui, tu sais, on peut faire différentes sortes de luttes. Je peux pas juste des gros powerhouse, puis des affaires de même, mais on peut faire toutes sortes de choses. Puis, non, c'est ça. Fait qu'en général, j'ai jamais eu vraiment de mauvaises réactions là, au fait que je faisais de la lutte. J'aime bien ici avoir un petit peu l'avis. Je pense que tu l'as vu, j'ai fait pas mal de tes collègues féminines. J'aime bien un petit peu également ça, avoir ton avis au niveau, tu vois, enfin, des catcheuses féminines. Qu'est-ce qui fait que, en gros, il y a un problème au niveau du catch féminin? J'ai l'impression que, bon, même si c'est vrai que chez vous au Québec, vous avez la chance d'avoir une structure spécialement féminine, ce qui n'est pas du tout le cas en France, ou alors je suis pas du tout au courant. Mais qu'est-ce qui fait il y a un problème, tu dirais, toi, au niveau du catch féminin? Mais quand tu parles de problème au niveau du catch féminin, c'est quoi tu veux dire? C'est-à-dire, en gros, pourquoi il y a moins de femmes qu'il y a d'hommes? Ah, ben d'après moi, c'est uniquement à cause de la nature de la discipline. C'est Ok. pas toutes les filles qui vont, on va se dire, avoir le courage de monter sur un ring, de donner un spectacle devant 450 personnes, mais en plus, il faut que tu te drives dans le ring. Là. Je veux dire, ça fait mal. Là. Je ne sais pas si tu as déjà lutté Bien un sûr, peu. C'est déjà. j'ai fait un C'est, entraînement. c'est, c'est pas du fake, là. C'est absolument pas du fake. La lutte, ça fait mal pour vrai, dans toutes les circonstances. Je veux dire, il y a des plaques de bois, tout ça, d'épaisse là, en dessous de ça, de matelas, là, puis un petit tapis. Là, je veux dire, ça fait mal. Fait que d'après moi, à cause de la nature même de la discipline, c'est pas alléchant pour la jante féminine. Les filles ont envie de faire autre chose. Fait que déjà là, en partant, tu as un moins grand bassin de gens qui vont être intéressés par le produit. Puis après ça, c'est ben, de monter dans le ring puis de faire de la lutte. Puis ça, ben, t'en perds une autre grosse partie parce que c'est dur, là, faire de la lutte. Là. Puis mentalement, c'est un gros défi. Puis après ça, c'est de faire le spectacle. Il faut que tu sois capable d'être sous les feux de la rampe. En plus d'être tough physiquement, d'être tough mentalement parce que tu es entouré de gars qui, des fois, sont un peu niaiseux. Il faut que tu te donnes en spectacle. Il faut que ça ait l'air d'être de l'allure. Il faut que ce soit crédible. Puis après ça, il faut que tu t'entraînes au gym tout le temps. C'est quand même un gros mode de vie. Puis à cause de tous ces facteurs-là qui arrivent, je pense que ça rend juste le produit moins alléchant pour la gente féminine. Puis c'est ça. Comme il va y avoir probablement plus de. Je sais pas si on trouve un hobby typiquement féminin, mais en tout cas, il va probablement avoir plus de filles dans ces produits-là que de gars. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme au football. Il y a moins de filles qui font du foot. C'est comme tous les sports. Le bassin de filles en général est un peu plus petit tout le temps. Fait que je pense que c'est juste pas différent pour la lutte. Est-ce que tu penses aussi que le blocage qui vient, c'est le fait que, bah, voilà, tu vois, enfin, il y a des hommes, donc du coup, bah, pour certaines personnes, venir s'entraîner avec des hommes, ça peut être également aussi compliqué. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi le problème? C'est possible que ça fasse partie du problème, quoique je veux dire, moi, quand j'ai commencé à lutter, c'était pour la NSPW, j'ai essayé de donner des cours entièrement féminins pour
pour permettre justement à ces filles-là qui auraient peut-être plus de difficultés à s'entraîner avec des gars, de pouvoir commencer à s'entraîner quand même. Mais moi, ça n'a pas levé les passions, là. Il y avait une couple de filles qui venaient suivre les cours, puis c'était important pour elles quand même de s'entraîner avec les gars. Parce que, éventuellement, sur le circuit, c'est fort possible qu'il va y avoir des matchs mixtes, puis elles vont devoir éventuellement affronter un homme. Ils sont pas beaucoup, les filles là, qui n'affrontent que des filles au Québec. C'est une rareté, donc j'imagine qu'il faut que tu t'en attendes. Au Québec, la lutte mixte, elle est très, très acceptée. Elle est même mise de l'avant par plusieurs promotions. Puis, à cause de ça, faut que tu t'en attendes. Quand tu commences à t'entraîner en tant que lutteuse, même si ça peut être plus intimidant de lutter contre des gars, puis que tu peux juste te diriger vers la lutte uniquement féminine, éventuellement, faut que tu t'en attendes. Éventuellement, tu vas lutter contre un gars. Du coup, tout à l'heure, tu me disais qu'au tout début, pour toi, tu sentais que tu étais un peu mal dirigé. Je voulais savoir un petit peu à quel moment tu étais arrivé du côté de la NSPW et comment t'en as entendu me parler, comment tu arrives là-bas exactement? Comment je suis arrivée là-bas? En fait, j'ai quitté Sherbrooke en 2013 parce que je voulais suivre des études à l'université en archéologie, puis le programme d'archéologie se donnait uniquement à Montréal ou à Québec. Donc, j'ai choisi la ville de Québec parce que je pensais que j'allais être mieux dans cette ville-là. Puis, fait que là, je me suis concentrée sur mes études, j'ai eu mon diplôme, mais après ça, la piqûre de la lutte est revenue et j'avais envie de voir si j'étais capable encore de me débrouiller dans un ring. Donc, connaissant Travis Toxic, je sais pas si tu l'as passé en entrevue, Travis Toxic. Pas du tout, ça me dit Pas rien. du tout. OK. Donc, c'est un de mes grands amis, un grand ami lutteur. Donc, il habite à Québec. Il habitait à Québec, puis je savais qu'il luttait pour la NSPW, qui est établie à Québec. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, Mathieu, sais-tu s'il y a un ring de la NSP monté quelque part, juste un ring de pratique, que je puisse aller me dérouiller, voir si j'aime encore ça, patati patata. Donc, il m'a emmené pratiquer. On a fait une coupe de pratique comme ça, puis le promoteur de la NSPW venait aux pratiques souvent, donc il m'a vu pratiquer. Il a parlé au scripteur de la NSPW, Michael Bisson, puis après ça, de fil en aiguille, il a commencé à me plugger sur les shows. Donc, c'est en 2018 là, que j'ai recommencé à lutter. Fait qu'en 2013, entre 2013 et 2018, j'ai pas lutté du tout. Fait que j'ai pris un break de 5 ans quand même. Je suis revenu en 2018. Puis là, j'étais établi à Québec déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à lutter pour la NSPW. Fait que je venais de finir mon bac, mais je voulais commencer une maîtrise. Fait que je voulais. Puis, tu sais, je travaillais, puis. Fait que là, j'ai essayé de mixer un peu tout ça ensemble. Ça s'est quand même bien passé. Puis. Fait que c'est pour ça, depuis un bout, je suis revenue avec la NSPW. Puis, je te dirais que le niveau de lutte est tellement élevé à la NSPW comparativement à ce que j'ai connu à la SC puis ailleurs au Québec. C'est tellement élevé que là, j'ai pas eu le choix de step up my game. Puis j'ai pas eu le choix de m'améliorer parce que le niveau était tellement élevé au-dessus que j'ai pas eu le choix d'essayer de suivre les gars puis de montrer. Puis mieux encadrer aussi au niveau du booking, du scripteur qui nous dirige mieux dans qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse dans les matchs à cause des histoires qui sont imbriquées et tout et tout. Fait que ça m'a forcé à mieux développer la façon à mieux développer la façon avec laquelle je monte mes matchs. Donc pour que ce soit plus logique, qu'il y ait une histoire, puis que ce soit plus attrayant pour la foule. On parlera de tes matchs hein, juste après. J'aurai des questions par rapport au niveau de tes matchs. Je voulais juste terminer avec la NSPW et après on parlera au niveau de ton personnage au niveau du ring. Tu l'as vraiment senti tout de suite que quand tu arrives à la NSPW, c'était complètement différent et que ça allait être, disons, enfin, tu vois, que c'était beaucoup plus dur et beaucoup plus professionnel. Oui, ah oui. C'était flagrant à quel point la production de la NSPW, l'effort qui est mis dans juste le show, comment qu'il look, mais aussi la qualité des histoires qu'on met de l'avant. C'est le jour et la nuit là, entre ce que j'avais vécu à Sherbrooke puis ce qu'il y a à la NSPW, c'est juste sur un autre niveau. Fait que ça m'a frappé là, comme un char qui me rentre dedans. Là. Je veux dire, il fallait absolument que je step up my game, là, puis qu'il fallait que je sois au même niveau que tout le monde si je voulais garder ma place. Puis ça, parce que c'est un honneur lutter pour la NSP, pour moi, je trouve, parce que c'est la meilleure promotion du Québec. Donc, d'avoir une place régulièrement à la NSPW, c'est un honneur que je veux jamais perdre, mais aussi je veux pas prendre cette place-là pour acquis. Puis
Paul Heyman a une phrase que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup et que j'essaie d'appliquer à chaque fois que je lutte à la NSPW, c'est j'essaie de traiter chaque show comme une audition pour être invité au prochain. Fait que même si je suis championne depuis 666 jours, là, puis je suis quand même, ça fait longtemps, puis tu sais, j'ai ma place à NSP, là. Mais je veux pas la prendre pour acquise. Je veux continuer de prouver pourquoi je suis là. Tout le temps. À chaque fois que je sors du rideau, je veux prouver pourquoi je suis là, pourquoi j'ai mon spot. Ah, mais c'est très important parce que tu vois, en général, bon, enfin, tu vois, c'est vrai que c'est pas forcément évident, tu vois, de se faire sa place. Tu vois, enfin, une petite nouvelle et tout qui arrive, quand il y en a qui sont déjà là, souvent, tu vois, ça c'est un petit peu compliqué. Et toi, le fait de montrer que, ouais, si, je suis peut-être une nouvelle, je suis peut-être une femme et tout, je suis peut-être pas baraqué comme certaines femmes peuvent être baraquées, mais au moins tu prouves. Et juste dernière petite question au niveau de la SP, enfin de la NSPW, pardon. Qu'est-ce qui fait pour toi que enfin que c'est complètement différent que d'autres structures? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi bien réputé? Parce qu'à chaque fois que je parle, mais enfin que ça soit en enregistré ou en off, hein, d'ailleurs, hein, on me parle toujours de la NSPW, mais en bien. Oui, oui, ben, euh, au Québec, on a ce qu'on appelle les prix de l'année. Donc, c'est un comité qui est dirigé par un historien de la lutte, Pat Laprade, qui, lui, il réunit des gens puis qui vont voter sur différents sujets. C'est qui le lutteur de l'année, c'est qui la lutteuse de l'année, la promotion de l'année, l'équipe de l'année, la rivalité, etc. Il y a un paquet de choses. Le meilleur match qu'on a eu cette année, puis tout, puis tout, puis tout. Puis ça fait 13 ans que la NSPW remporte le titre de promotion de l'année. Fait que c'est un comité de gens qui connaissent la lutte québécoise, qui étudient beaucoup les produits, je te dirais, là, qui regardent beaucoup, beaucoup de lutte au Québec, toutes les différentes promotions, puis qui vont voter ensemble, mais c'est laquelle la meilleure promotion. Puis, ben, ça fait 13 ans que la NSP remporte la palme. À cause de la qualité des shows qu'on donne, la qualité de la lutte, je veux dire, il y a des gens qui disent, bon, moi, je me promène, là, je vais checker, j'ai regardé 8 promotions différentes au Québec cette année, puis la NSP se démarque par la qualité du produit qu'on met de l'avant. C'est indéniable, tu vas parler à n'importe qui, la lutte au c'est le fun d'être invité. Quand tu es invité à NSPW, c'est oh yes, genre, je t'ai invité à NSP. Tu sais, il y a 2, 3 grosses promotions de même au Québec, la IWS à Montréal, qui est établie depuis 25 ans, qui fait des belles salles, qui fait des bons shows, qui a des gros invités. Battle War, qui fait un petit peu la même chose. Les autres sont un peu plus nichés, sont dans un bar à Montréal qui s'appelle les Faufounes électriques, mais c'est. C'est un spectacle disjoncté, la foule est super gros dedans, puis c'est le fun aussi d'être invité à Battle War, mais c'est un autre feeling. Nous, c'est plus le côté épique, épique promotion. On essaie de faire un petit peu comme la WWE. Je dirais le même style de qualité de produit qu'on a dans la WWE. La IWS a donné un autre type de spectacle. C'est un peu plus du. Tu sais, genre bataille de rue avec des matchs hardcore. Ils sont plus versés là-dedans, eux autres. Puis, tu sais, Battle War, c'est beaucoup, beaucoup les histoires qui sont mises de l'avant. Puis, tu sais, c'est quelque chose de très, très, très éclaté. Puis, Fait que toutes les promotions, ils ont comme des forces puis des faiblesses différentes. Mais nous autres, ben, c'est à cause du poids de notre réputation au Québec. La plupart des gens, ils ont comme but de venir être bookés à NSPW. Est-ce que ça a été compliqué, toi, à tes débuts, de trouver justement un petit peu un personnage, ce que tu voulais produire un petit peu sur le ring et tout? Est-ce que tu as pu, parce que tu parlais tout à l'heure que ton frère, il était également aussi dans le domaine du catch, est-ce que justement, tu as pu essayer de lui demander des conseils? Comment ça s'est passé pour la création de ton personnage? Ben, en fait, création du personnage, j'ai jamais vraiment. Au début, j'avais pas de personnage. J'étais juste une babyface ordinaire qui allait. J'avais pas besoin de me créer une gimmick, un personnage. Je te dirais qu'au niveau de la lutte, c'est assez rare les gens qui vont ben, vraiment se développer un personnage de A à Z, puis un nom super différent, puis une personnalité hyper différente, puis patati patata. Ça, c'était le cas, je te dirais, il y a plusieurs décennies. Où est-ce que, tu sais, Kane, The Undertaker, c'est tous des personnages qui sont forts. Tandis que aujourd'hui,
Les lutteurs, oui, il y en a qui vont rester dans le côté gimmick, puis qui vont se créer un personnage, puis qui vont essayer de jouer ça. Mais à cette heure, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plus prendre une partie de leur personnalité. Ils vont l'exploiter au coton. Ils vont l'exagérer fois 100. Puis c'est là-dessus qu'ils vont jouer pour, tu sais, comme créer leur personnage. Moi, au début, j'étais juste un babyface très générique. Là. Fait que j'avais pas besoin de me créer de personnage. J'avais juste besoin de look cute. Puis c'était dans la poche. Puis c'est avec le temps, je te dirais, quand que je suis revenue en 2018 à la NSPW, là, je me suis comme créé un personnage du Phoenix. Bon, j'avais arrêté de lutter pendant 5 ans. Ma carrière était comme morte. Puis là, je renaissais de mes cendres. Donc, je me suis trouvé un petit peu ce personnage-là. Et dans le contexte dans lequel je lutte à la NSPW, beaucoup de gars qui sont vraiment très bons, mais je me ramassais pas des loses tout le temps. Fait que je gagnais, donc j'ai utilisé le personnage du Phoenix pour dire que je me relevais toujours. Les gars me plantaient avec les pires moves sur la planète, mais je me relevais quand même, puis je finissais quand même par gagner le match. Donc, je me basais un petit peu sur la caractéristique du Phoenix de toujours se relever, patati patata. Puis là, depuis peu, mon personnage est devenu méchant. Mais depuis peu, ça fait quand même presque 1 an que mon personnage est viré méchant. J'ai pris le fait que je suis championne à NSPW pour me trouver un nouveau personnage de reine de la NSPW. Ben là, je suis rendue hyper arrogante, je triche pour gagner, j'ai mon petit, mon petit diadème, là, puis j'ai ma ceinture, puis là, je suis la reine de la NSPW. Là, fait que c'est juste, tu prends certaines parties de ta personnalité, puis tu les exploites, tu les exagères ça te permet parce que dans la lutte, il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation. Quand tu interagis avec la foule, c'est jamais prévu d'avance. Quand il y a des événements qui se passent avec les lutteurs, oui, tu dis, OK, il va se passer telle chose, je vais réagir de telle façon, mais tu sais, quand tu le vis sur le coup, c'est beaucoup sur de l'improvisation. Donc, si tu crées un personnage qui est trop loin de ta personnalité, mais ça peut être difficile à jouer sur le ring, à moins que tu maîtrises ton personnage absolument. C'est pour ça que la plupart des gens vont prendre une partie de leur personnalité et l'exploiter. Donc, parce que c'est facile au niveau improvisation, après ça, de taper là-dedans, puis d'avoir une réaction qui est plus logique. Ok. Est-ce que tu dirais que, parce que, enfin, je sais qu'en général, on me dit toujours, bon, c'est peut-être vrai, hein, mais c'est juste un peu une ressenti que j'ai quand j'écoute différentes interviews. Bon, certes, c'est peut-être aussi un côté familial, le catch, mais est-ce que toi, au tout début, tu t'es dit, ouh, ça va être compliqué parce que, tu vois, enfin, en général, quand il y en a qui sont bien implantés là, quand ils voient une petite nouvelle arriver, puis que bah, justement, on voit qu'elle est talentueuse et tout, est-ce que tu dirais qu'il y a un peu, parfois, des compétitions entre vous? Est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression qu'il y en a, ils sont là, mais tu sens que tu es en compétition avec eux? Avec les autres lutteuses? Ouais. Oh mon Dieu! J'espère que moi je me sens pas en compétition avec les autres lutteuses, honnêtement. Euh, Probablement parce que je les croise pas tant que ça. Parce que je lutte pas beaucoup à l'extérieur de la NSPW. Fait que les lutteuses que je vais croiser, c'est souvent Azael. Ça va être Chris Tara qui est venue lutter à NSPW. Puis tu sais, une fois de temps en temps, tu sais, je croise les autres filles dans d'autres promotions. Mais tu sais, moi, je me sens pas en compétition avec elles parce que à cause de la nature de la discipline, ce qu'on donne, c'est un spectacle, c'est un show. Moi, je veux juste, quand que je vais me produire sur le ring, je veux que la personne qui ait payé son billet ressorte de la salle en se disant ah, faut que je vienne au prochain show parce que c'était trop bon. C'est juste ça qui m'intéresse. C'est juste ça que je veux. Moi, je veux pas. Je veux pas être au top du palmarès des meilleures lutteuses du Québec. Je m'en fous. C'est pas pour ça que je lutte. Je lutte parce que j'aime ça. Premièrement, j'adore la lutte. Puis je me sens bien dans un ring. Je suis à l'aise dans un ring. Puis je veux que la foule, je veux que le spectateur, la spectatrice apprécie son expérience. Oh my God, je pensais jamais vivre ça de ma vie, un show de lutte indie au Québec, puis ils reviennent au prochain, puis on fasse ensemble grandir la discipline dans notre pays. Là, tu sais. C'est la seule chose qui m'intéresse. Fait que non, je me sens pas en compétition avec les autres, puis j'espère que les autres se sentent pas en compétition avec moi aussi. Ok. Non, non, mais tu vois, au moins, c'est bien parce que c'est vrai que parfois,
quand tu vois certaines choses, des fois, tu vois, j'ai l'impression que il y en a, tu vois, enfin, qui va être un peu meilleur qu'un tel et tout. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce que tu as plutôt une préférence entre être heal, être face, ou les deux peuvent te convenir? Les deux me conviennent. J'ai récemment découvert à être heel. Je pensais pas être capable parce que j'ai été babyface presque toute ma carrière. Mais être heel sur un gros stage comme la NSP, ça me faisait un peu peur. J'avais peur de ne pas être capable de livrer la marchandise. Finalement, ça va super bien. Je m'en tire très bien. J'adore être heel, mais j'adore être babyface aussi. Les deux rôles me conviennent. Je me sens aussi bien dans l'un que dans l'autre. Puis honnêtement, je pense pas avoir de préférence. Parce que au début, tu sais, je venais de commencer à être heel, puis là, j'aimais ça, je trouvais que je l'avais, j'étais bonne. Fait que là, comme tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent je préfère être heel parce que tu peux être méchant avec la foule, puis tout, mais non, moi, j'aime ça être babyface, pareil. C'est un rôle que j'aime bien remplir aussi. S'il y a des choses à améliorer dans ton personnage, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Oh, bonne question. Des choses à améliorer dans mon personnage. C'est l'interaction avec la foule que j'ai pas autant que je voudrais parce que quand que je rentre dans la zone puis que je lutte, la foule, des fois, je l'entends pas. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle je devrais continuer à me pratiquer. Puis je suis pas une personne qui est, euh, comment on va dire, qui est witty, je veux dire, qui a la réponse rapide. Pour être un bon heal, quand tu as la réponse rapide, puis que c'est des bonnes réponses, ça aide beaucoup, c'est pas une de mes forces. Donc, c'est pour ça que je pense que j'aime ça être babyface aussi, parce que je pourrais être meilleur heal encore. Pour ça. Ok. Qu'est-ce qui fait que justement on a compté ce sur toi pour représenter la NSPW en tant que championne et pourquoi avoir un aussi long parcours? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu détrôneras Roman Reigns qui a un énorme parcours? Excuse-moi. C'est pas Honnêtement, grave. lui, il a fait quoi? 1300 shows? Ouais, un peu plus de bientôt 3 ans à peu près. Donc. Oui, non, c'est ça. Non, oublie ça. Je serai jamais long de même. C'est sûr et certain. Mais je pense que ben, tu sais, ma loyauté pour la NSPW doit être un facteur. Comme je te disais, je luttais pas vraiment ailleurs que la NSPW. On ne me voyait à peu près qu'à la NSPW. Donc, je suis devenu rapidement un visage de la NSP parce qu'on le voyait juste à la NSP. Donc, il y a ça, le fait que je parle régulièrement aux promoteurs, puis aux scripteurs, puis les gars le savent que je porte la NSPW dans mon cœur, puis c'est ma première priorité, c'est la NSPW, puis je donne toujours mon 110% quand que je lutte, puis pour eux autres, puis je m'arrange à avoir une bonne attitude backstage, être agréable, puis tout, je veux être une bonne employée, tu sais, puis je veux probablement, on m'a donné la ceinture, j'imagine, pour ce type de facteur, pour ces facteurs-là. Puis si je la garde aussi longtemps, c'est probablement parce que je fais une bonne job avec la ceinture. Je veux dire, l'histoire de la lutte, c'est le promoteur, le scripteur va te donner une chance, une opportunité, te donne un ballon. Après ça, tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller compter un but. Faut que tu scores. Si tu scores pas, ben on va te l'enlever la ceinture parce que tu fais pas la job. Si à chaque fois qu'on te donne le ballon, tu scores, si tu réussis à remplir l'histoire, parce que tu sais, il y a une histoire, tout mon règne est imbriqué dans une histoire, puis il y a des acteurs qui participent, puis ils partent, puis ils reviennent, puis fait que, éventuellement, on va arriver à une fin. Je sais où est-ce qu'elle est la fin, on va la découvrir éventuellement, mais non, je pense que le fait que je suis loyal à la NSPW, je la porte dans mon cœur, c'est ma première priorité, puis je deliver quand je suis dans le ring. Je pense que c'est les raisons pour lesquelles on me donne la ceinture et qu'on me la laisse aussi longtemps. Ça va être aussi une énorme fierté qu'on te fait confiance. Absolument. Absolument. C'est la meilleure promotion au Québec. Puis on me donne la ceinture junior heavyweight qui est la mid-card title. Puis on me la laisse aussi longtemps. Pour moi, c'est un honneur immense. C'est une pression constante parce que je suis championne. Donc le travail ne fait que commencer quand tu deviens champion. Il faut que tu sois constant, il faut que tu sois bon, il faut que tu fasses un bon show. Puis qu'on me la laisse aussi longtemps, ben c'est une preuve que je fais la job à long terme. Fait que là, moi, c'est juste wow. J'ai pas vraiment besoin de
plus de félicitations parce qu'on me les donne, la félicitation, en me donnant la ceinture puis en me la laissant aussi longtemps. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi. C'est ton premier titre, je veux dire, là récemment, depuis que tu as ton titre, je veux dire, c'est uniquement que ton premier règne ou tu l'as déjà eu plusieurs fois le titre? Par exemple, tu es combien de fois championne? C'est mon premier règne en tant Ok, que championne junior heavyweight. Puis là, c'est ça, ça fait 668 jours. ok, d'accord. Mm. Mais Et j'ai été championne tag team, la championne par ok, équipe. J'ai été un petit peu championne par équipe avec Thomas Dubois à NSPW. Sinon, quand que je luttais pour la Fédération canadienne de lutte, la FCL à Shawinigan, j'ai été championne féminine pendant quelques mois aussi. ok. Et est-ce que tu as un objectif? Parce que on est d'accord que aussi on est quand même aussi dans le catch pour marquer de son emprunt. Mm. Est-ce que tu en as parlé? Après, si c'est le cas, peut-être que tu as pas le droit de le divulguer, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais est-ce que battre des records, ça pourrait t'intéresser? C'est-à-dire, genre, par exemple, avoir un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu comme Roman Reigns, avoir un règne aussi long et que ça va être compliqué et que l'objectif des autres femmes, le jour où tu perdras ton règne, c'est d'aller aussi loin que lui. Mm. Ah, ça, c'est une autre bonne question. Je te dirais qu'au niveau des records, mon personnage voudrait faire le record du plus long règne junior heavyweight de la NSPW, ce qui n'est pas encore fait à 666, à 668, c'est pas encore fait. Il y a quelqu'un qui a un règne plus long que moi encore. Mais je te dirais que personnellement, mon but dans la lutte québécoise, ben, ça serait de me rendre au championnat NSPW. Le Ok. titre majeur de la promotion, c'est sûr que si je me rends là, à un moment donné, je sais, au niveau de la lutte québécoise, j'aurais, je pense, pas plus grand-chose à prouver puis à faire, je crois. Ce titre-là, c'est un titre mix ou alors c'est uniquement un titre féminine? Ah, il n'y a pas de titre féminin à la NSPW. Ok. Il n'y a que Donc, des tout le titres monde mixtes. peut. Tout le Ok. monde peut se battre pour toutes les ceintures. D'accord. Non, mais au moins, tu vois, c'est intéressant à bien comprendre. Si jamais je te demande, et attention, parce que ça aussi, c'est un rituel chez moi, il va y avoir des questions compliquées, donc tu verras, je suis désolé. Si jamais je te demande quel était l'un de tes meilleurs matchs jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs? Un de mes meilleurs matchs. Ah, il y en a une coupe des bons matchs. Je dirais que le match que j'ai fait contre Zach Patterson à Golden Opportunity l'année dernière était dans mon top. Mon match contre Travis Toxic au Diamant en 2019, ça remonte à loin, mais j'ai juste tellement une bonne chimie avec Toxic. C'est pas mal dans mes matchs préférés là, que j'ai fait. Mon pire match, c'était un match que j'ai fait quand je suis allée lutter une fois au Maritime. J'ai lutté contre, je me rappelle même plus de son nom, mais j'avais lutté contre une fille qui était, tu sais, plus grande, plus grosse, plus forte que moi, puis on n'a pas été capable de lutter ensemble. Je veux dire, elle n'était pas capable de me souplexer. Puis je comprenais pas pourquoi. Je là, t'es plus grande, t'es plus grosse. Puis tout le match s'est mal passé. Là. Tu sais, c'est comme tout allait pas bien. Fait que là, on est revenu backstage, on a fait genre oh, ok, what the fuck was that? Là. Tu sais, ça a juste été un train wreck de A à Z. Là. Tu sais, fait qu'on a fait nah, ok, let's forget about this one. Mais sinon, à lutter à NSP, c'est quasiment juste des bons matchs, mais proche de mon cœur, dans celui contre Toxic au Diamant, puis celui contre Zach Patterson au Golden Opportunity l'an passé, qui a gagné le meilleur match de l'année cette année-là. J'ai voulu aller trop vite, j'ai un peu inversé, mais bon, c'est pas grave. On va revenir à la question que normalement je pose d'habitude, mais c'est pas grave. C'est moi, tu vois, je te dis, je t'ai dit en off, hein, je suis pas réveillé, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça reste toujours un petit peu, enfin, ça suit justement avec la question. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que avant tes matchs, tu es plutôt quelqu'un de stressé? Est-ce que tu as des rituels particuliers? Je sais qu'il y en a, par exemple, enfin, je pense que tu as dû le voir, mais il y en a qui aiment bien boire beaucoup d'eau. Il y en a qui aiment bien un petit peu s'isoler, il y en a qui aiment bien écouter leur musique préférée. Est-ce que Lou a un rituel particulier? Euh, non, pas de rituel particulier dans le sens que je suis toujours nerveuse avant un match. J'ai toujours le trac de performance.
Je pense que c'est une bonne chose à avoir ça en toutes circonstances parce que ça traduit l'importance que j'ai de donner un bon show constamment à chaque fois que je sors du rideau. Je suis stressée. Que je fasse un show dans un camping ou que je fasse un show à NSP, j'ai toujours un petit track. Il est plus important le track quand je lutte à NSP, on va se le dire, qu'il est moins grand quand je lutte dans un camping, mais tu sais, en général, toujours un petit track, mais je suis quelqu'un que le stress va épuiser. Donc, avant un show, souvent, je shut down. Genre, je deviens fatiguée. On dirait que ça me tente pas. J'irai me coucher, là, tu sais. Je suis. Oh, des fois, j'ai peur que mes adversaires fassent oh mon Dieu, elle n'est pas dedans la soirée. Tu sais. Mais tu sais, après ça, je vais faire mon match, puis là, je reviens, puis je pète le feu, puis je suis full contente, puis je retournerai, là, tu sais. Mais je te dirais que vu que je, ça me fatigue, le stress, je viens comme. Je bouge pas. Fait que j'ai pas je fais, je vais m'étirer, je vais m'arranger pour m'étirer, puis je vais vraiment me retravailler mon match parce que c'est important pour moi de rien oublier. Puis, mais j'ai pas de rituel en particulier. Est-ce que parfois, bon, après, tu vois, je vais anticiper un peu enfin, la réponse de ce que tu vas me donner, mais ma question, c'était de savoir si parfois tu as l'impression que le temps est long dans les coulisses. Tu vas me dire, ça dépend si tu es dans l'opener ou si tu es dans le main event, mais est-ce que Mm. en général, tu as l'impression que tu sois dans l'opener ou que tu sois dans le main event, est-ce que parfois tu as l'impression que le temps est long dans les coulisses? Est-ce que le temps est long dans les coulisses? Ça dépend vraiment comment tu feels. Parce que je me rappelle des shows. Tu sais, en général, je lutte 3 4e match. Là. Si j'avais à me spotter un endroit sur la carte, d'habitude, je suis 3 4e match. Puis je te dirais qu'il y a des shows que je trouve que ça va vite, que j'ai l'impression de ne pas avoir assez pratiqué mon match dans ma tête. Puis il y a d'autres shows que je suis là, voyons, il me semble que c'est juste le 12e match, là, tu sais. Là. Mais j'ai pas remarqué que le temps passait tout le temps de la même façon quand que je suis backstage de lutte, dans un backstage de lutte. Ça dépend vraiment, je suis où ça casse, ça dépend vraiment comment je me sens. Ça dépend de ton humeur. Ok, non, Ah, ça mais dépend de mon humeur. Mais en non, général, je mais suis quelqu'un de fatigué backstage. non, mais il y a pas de problème. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu parce que tu vois, je te demandais si tu préférais heel ou face et tu me disais que tu avais un petit problème, tu vois, enfin de connexion avec le public. On est d'accord que c'est pas forcément évident. Surtout, je pense que toi, tu es d'accord et tous les catcheurs sont également d'accord. Quand tu arrives la première fois que tu t'exprimes devant du public, c'est pas forcément évident de pouvoir s'exprimer des fois devant 200 ou plus de 1000 personnes. Comment tu arrives justement des fois à gérer ce stress-là et à pouvoir se dire, voilà, là, il y a plus de 2000 personnes, c'est peut-être pas forcément évident, tu vois, ça c'est mes débuts. Comment tes débuts, enfin, tu as réussi à gérer ce stress-là? Ah, ben, je te dirais qu'en général, je me sens bien devant une foule. Je suis pas quelqu'un qui a Le track. le trac pour de parler devant des gens. J'ai vraiment pas cette misère-là. Donc, le défi vient plus du fait qu'on n'a pas beaucoup de préparation de ce qu'on a à présenter à la foule. Mettons une promo parlée, là. Un match est tel que tel, mais tu sais, mettons, je fais une grosse promo, là. Arrivé le jour même du spectacle, on va me donner une feuille avec le texte que j'ai à dire. Il faut que je l'apprenne. Il faut que j'apprenne mon match, parce que des fois, j'ai un match en plus de la promo. Il faut que je la deliver selon mon personnage, puis il faut que je sois capable de transmettre les informations que le booker veut que je transmette. Euh, je te dirais que ça m'aide beaucoup de ne pas avoir peur de la foule, puis d'être capable de m'exprimer devant elle. Je te dirais que les études supérieures que j'ai faites m'aident à avoir un vocabulaire qui me rend plus facile à comprendre, peut-être, même si j'utilisais un vocabulaire très familier, les gens me comprendraient, mais j'utilise ça pour mon personnage, évidemment. Mais, euh, mais non, moi, j'ai pas vraiment eu de gros défis de comment me présenter à la foule parce que moi, une fois que je suis sur le ring, il faut que je fasse mon show, j'ai mon show à faire, puis c'est là que je te dis, des fois, je pense plus à la foule. Je suis tellement dans la zone que je pense plus à la foule, puis c'est un défi constant pour moi de dire, ah, tabarnouche, là, essaie d'ouvrir tes oreilles, là, tu sais, même si
essaies de te rappeler à qu'est-ce qu'il faut que tu fasses après. Ouvre tes oreilles d'un coup, qu'il te feed quelque chose que tu pourrais utiliser. Là, fait que c'est le gros défi, je te dirais. C'est quoi le retour que tu as du public? Parce que c'est eux aussi qui sont très critiques. C'est quoi le retour que tu as après un show du public? La foule en général aime bien mon travail. Que je sois heel ou face, la foule d'habitude vient me voir, on dire on te trouve super bonne, on aime ce que t'es, ce que tu fais, patati patata. Même quand je suis méchante, souvent il y a des gens qui viennent me voir là, tu fais un bon travail de méchante, on aime ça t'haïr là, tu sais. Puis en général la réaction de la foule est très bonne, là, que je sois heel ou babyface. Toujours, il y a toujours eu du respect. Il y a jamais une personne qui t'a pas respecté parce que en général, à l'époque, on sait que les matchs féminins, c'était un peu la post-pipi du terme, mais c'était comme ça. Et merci d'ailleurs à vous d'avoir tout fait pour changer ça, pour montrer que également si les femmes ont leur place sur le ring, mais je veux dire, tout le monde a toujours été respectueux envers toi. Pas toujours. La plupart du temps, les gens qui viennent me voir, c'est bien rare qu'ils viennent me voir pour me manquer de respect. Ils viennent me voir, puis sont polis, ils aiment authentiquement le produit, puis ils embarquent dans le show, puis c'est des bons fans. C'est des bons fans, mais c'est sûr qu'à l'occasion, quand tu entends des gens crier des obscénités dans la foule pendant le show, ben soit tu as la possibilité de les ignorer complètement, soit en général, ben, soit ils continuent à faire les caves jusqu'à la fin, soit ils réalisent qu'ils sont ignorés, puis ils arrêtent de deux autres même. Soit tu les entends, puis ça m'est arrivé une fois ou deux là, de péter une coche à un fan là, qui je luttais contre une fille, puis je me fais crier ciseaux, ciseaux. Là, c'est comme, dude, on n'est plus en 93. Là, je veux dire, même si tu essaies de m'insulter, ciseaux, ça, c'est rien. Là, fait que ça m'est arrivé d'engueuler un fan. Puis pourtant, j'étais babyface. Puis lui me crie des ciseaux, puis je l'ai engueulé comme du pot pourri pendant le match, là, tout le monde m'a vu l'engueuler. Là, j'utilise ça, comme ça, les gens autour sont là, ah, t'es capable. Fait que là, ben, ça les éduque un peu. T'es éduques à la dure, mais des fois, des fois, c'est ça que ça a besoin. Mais non, en général, c'est rare que les gens manquent de respect. Là, depuis que je suis méchante, c'est sûr que les gens ils s'en donnent plus à cœur joie, ils me disent plus des méchancetés, mais je le sens pas personnel. C'est pas à moi qui parle, c'est à Lou Oui. O'Farrell. Moi, quand ils viennent me voir après, ils sont là, ah, c'était vraiment bon, on aime ça t'haïr, là, tu sais. Puis quand que je suis dans le show, ben, on me dit des affaires plates des fois. Tu sais. Mais tu sais, ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a que ça dérange. Mais moi, j'essaie de faire la part des choses dans le sens que, tu sais, quand c'est du gros dommé de région, ben là, oui, tu peux y rentrer dedans puis tu dis que c'est un cave. Mais si c'est du monde qui embarque un peu trop dans le show puis que là, ils ont de la misère à se contrôler, ben, j'essaie de faire la part des choses. Puis, tu sais, quand ils viennent me voir après, c'est comme, hey, dude, tu fais attention quand tu dis ça, tu sais. Puis, des fois, c'est le reste de la foule elle-même qui va dire au gars, ben là, ça passe pas, là, tu sais. Je me rappelle d'un show au Diamant. Il y a une fille avec qui je lutte, Azael, était dans le ring, puis il y a un gars dans la foule qui lâche un call vraiment plate sur son physique. Puis c'est 30 personnes autour de lui dans la foule qui se sont tournées vers lui puis qui ont commencé à le huer, lui tout seul dans la foule. Fait que le gars s'est rassis puis il a plus rien dit du show. Fait que moi, en tout cas, c'est ma philosophie. D'habitude, les gens ils restent respectueux avec moi. J'ai pas eu beaucoup de fans qui m'ont manqué de respect. Puis s'ils me manquent de respect, ben t'es en gueule. C'est tout. T'as déjà eu du sexisme? Euh, du sexe de la part de mes collègues lutteurs? Peu importe que ça soit de la part de tes Rare. collègues lutteurs ou au niveau des fans, parce que je sais pas si tu as la même impression que moi, mais des fois j'ai l'impression que les fans se croient un petit peu, tu vois, enfin, disons tout permis et entre guillemets, tu vois, enfin, se permettre plus de choses avec une femme qu'avec un homme. Ben, personnellement, j'ai pas souvent eu ce problème-là. Soit parce que ça arrive pas, soit parce que, comme je l'ai dit, je l'entends pas quand il me le crie. Mais en général, non, il y a personne, que ce soit backstage, c'est bien rare que les lutteurs font preuve de sexisme envers moi. Parce que les gars, ils savent de quoi je suis capable. Là. Les gars, ils savent, là. Je,
j'en ai maté des plus coriaces qu'eux autres, là, souvent. Tu sais, je veux dire, j'en ai mangé des volets là, que peu d'entre eux sont capables de me donner. Là. Je veux dire, ils savent de quoi je suis capable. C'est bien rare que les gars backstage vont faire preuve de sexisme. Il y en a qui font preuve d'ignorance, par contre, là, on va se le dire. Là. Mais ils ne me connaissent pas, fait que ça, on s'en fout. Mais, de la foule, c'est vraiment rare. Parce que la foule aussi se rend compte que je lutte en crise, là. On va se le dire. Là. On va revenir sur table et on va se dire les vraies affaires. Là, je lutte en crise. Là. Fait que la foule le remarque, ça. Puis peut-être que ça aide au fait qu'ils me disent moins d'obscénité puis de moins d'affaires plates. Ok. Une question un peu compliquée, je suis désolé. Je sais que vous n'avez pas tous le même avis sur ça, et justement, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Justement, quand vous êtes à cette table de merchandising où vous faites des photos et tout, est-ce que pour toi, il faut être est-ce qu'il faut être babyface, hors babyface? Comment il faut être exactement? Est-ce que toi, tu restes encore dans ton personnage? Est-ce que tu es hors personnage? Comment tu es exactement? Moi, je te dirais que les gens, ils ont compris depuis un bout de temps là, que la lutte, c'est un show, que c'est un spectacle. Fait que, des fois, quand ils viennent te voir à la table de marchandises, c'est l'athlète à qui ils ont envie de s'adresser. T'sais, quand tu es sur le ring, puis c'est l'heure du show, puis tu fais ton show, là, oui, ils vont s'adresser à toi comme à ton personnage. Moi, quand j'arrive à vendre, j'essaie de vendre des t-shirts, là, je commencerai pas à traiter les gens de cave, je veux qu'ils m'achètent des t-shirts. Fait à cause de ça, moi, je fais la séparation. Quand les gens viennent me voir après le show, mais tu sais, je les envoie pas chier, là. Mais ils viennent me dire, ah, c'est vraiment bon, on aime ça, taïr, puis tout. Puis tu sais, tu peux faire, ouais, c'est ça, tu sais. Tu reviendras au prochain show, là, mon nono, là. Tu sais, tu joues un peu sur le fait que tu es méchant, mais faut pas que tu fasses comme un MJF qui genre envoie chier des enfants, là, tu sais. Je veux dire, je veux dire, moi, je trouve qu'il y a une balance à faire, puis je pense que les gens apprécient que tu sois smart avec eux, puis que tu leur jases ça, même si tu es quelqu'un de méchant à la base. Ben, que tu porterais, tu porterais un personnage qui est méchant. Je pense que les fans aiment avoir des vraies discussions avec l'athlète, puis pour cette raison-là, moi, quand que je m'en vais, quand que je rencontre des fans, je leur parle comme si c'est plus Lou Farrell qui leur parle, c'est Lou Biron. C'est quoi le meilleur compliment que tu aies pu avoir d'un fan? Oh, wow! C'est quand on lutte au diamant, on a souvent des nouveaux fans de lutte. C'est des gens qui n'ont jamais vu le produit. Parce que le diamant, c'est une salle de spectacle renommée. Quand même, il y a de l'opéra, il y a du théâtre, il y a plein de belles affaires là, au diamant, puis il y a de la lutte. Souvent, les gens qui viennent voir la lutte au diamant, ben, c'est des nouveaux fans. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Fait qu'ils viennent nous voir, puis ils font Oh my God, la lutte, c'est tellement pas ce qu'on pensait que c'était. C'est vraiment bon. On a eu du fun à soir. On pensait pas avoir du fun de même. Moi, c'est ça que je trouve le plus beau compliment. C'est pas quelque chose par rapport à moi en particulier. Ah, t'es donc bien ci, t'es donc bien ça. Tu sais. Le show que j'ai aidé à donner de façon collective, là, le convaincu de revenir. Là. On a fait un nouveau fan. C'est ça, je pense, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est d'avoir aidé à créer un nouveau fan de lutte. Tu dirais que tu es un peu le modèle pour certaines jeunes filles qui viennent te voir à la fin du show. Est-ce qu'il y en a déjà qui t'ont dit, bah voilà, Lou, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu m'as donné envie de faire du catch? Je pense que oui. Il y en a quelques-unes des jeunes adolescentes qui viennent voir la NSPW qui m'ont déjà parlé qu'à cause du show qu'on donnait, ils avaient envie de faire ils avaient envie de commencer à faire de la lutte. C'est toujours le fun parce qu'en même temps, ça crée de la relève. Là. Je veux dire, ça prend de la relève. Fait que ça nous prend des jeunes filles qui s'inscrivent au cours. Puis il y a aussi, quand il y a des jeunes enfants, des petites filles qui ont 5-6 ans, puis qui viennent me voir, sont gênées, sont timides, puis tu sais, je réussis à les faire sortir de leur cocon, là, tu sais, fait que c'est à différents niveaux pour différents âges, mais oui, c'est toujours le fun, là, quand les enfants viennent nous voir, là, puis ils trippent sur ce qu'on fait, ils trippent sur nous, ou ils veulent là, faire de la lutte après, c'est toujours le fun.
On parlait de tes matchs tout à l'heure. Justement, je voulais avoir un petit peu la réaction des membres de ta famille quand est-ce qu'ils ont pu venir assister à un show? C'est quoi leur retour? C'est eux qui te connaissent le mieux? Oui, oui, c'est. Mes parents sont déjà venus me voir lutter. Ma soeur, elle vient me voir lutter une fois de temps en temps. Euh, Ma soeur, elle tripe sur le produit, puis elle tripe sur ce que je fais parce que, tu sais, je te l'ai dit, je suis une bonne lutteuse. Puis elle tripe me voir bien faire à NSPW. Mon père, lui, je te disais qu'il avait trippait pas vraiment me voir lutter, mais tu sais, il me vient voir lutter, puis après ça, il est sur un nuage, puis il m'en parle, puis c'était donc bien le fun, puis on a donc bien du fun, puis patati patata. Mais tu sais, tout le monde a toujours des belles réactions quand ils viennent me voir lutter. Fait que, tu sais, mais en même temps, je lutte à NSP, fait que tout le show, il est malade. C'est pas comme si il y avait juste 2 matchs dans le show qui sont bons, là, tu sais. C'est tous les matchs qui sont fous raides. Fait que, ils viennent, ils triplent leur soirée est malade, mais en plus, genre, leur fille, leur sœur, leur belle-sœur est dans le show, puis on s'en tire bien. Fait que c'est toujours des belles réactions de la part des gens qui viennent me voir lutter. Tu parlais tout à l'heure que tu avais débuté en 2018. Après, il y a eu le Covid, malheureusement. Comment tu l'as vécu, le Covid? Est-ce que tu pensais que tu pouvais, encore une fois, continuer dans le catch? Parce que c'était vraiment quelque chose de flou. On ne savait pas où on allait aller. C'est quoi ton... Ben moi, j'ai profité de la. Ben, il n'y a pas eu de show de la pandémie. Les rassemblements étaient interdits par le gouvernement. Fait que c'était absolument impossible de se rassembler faire un show, là. C'était juste impossible. Moi, j'en ai profité pour tomber enceinte. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de lutte pendant 2 ans. Fait que ça m'a permis, ben, de tomber enceinte, d'accoucher, puis de me remettre de ma grossesse avant de recommencer à lutter à temps plein quand que la lutte est revenue. Fait que c'était. Moi, j'en ai juste profité. Ah ben, tu sais, la vie, elle me donne un break. Fait que c'est le moment ou jamais là, de pondre un enfant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ok. Tu t'es trouvé un peu une nouvelle passion parce que je sais qu'en général, c'est là où les gens, ils apprennent, enfin, en fait, ils apprennent en gros à se découvrir, tu vois, ils s'apprennent. C'est vrai que quand tu es confiné et que tu ne peux pas, enfin, faire ce que tu veux, c'est là où tu te découvres. Est-ce que tu as pu découvrir des choses sur Lou que tu ne connaissais pas? Ah, mon Dieu, quelle bonne question. J'étais tellement. Je suis tombée enceinte au mois d'avril. Puis tout avait fermé en mars. Fait que moi, c'est juste. Dès que la pandémie est arrivée, je suis tombée enceinte. Fait que c'est juste. Moi, j'ai découvert la grossesse, là. Fait que j'étais juste. J'avais juste le temps de checker ma grossesse. Puis j'ai suivi un cours à l'université en même temps de ma grossesse. Fait que c'était. J'étais occupée quand même. Mais non, j'ai pas découvert de nouvelles passions pendant la pandémie. J'étais grosse, puis j'ai binge-watché The Office, puis après ça, j'ai eu mon bébé, puis je récupérais de mon accouchement. Puis, non, j'ai été tranquille pendant la pandémie. Je me suis pas découverte de nouveaux hobbies. J'aurais dû, mais j'ai pas fait. Le catch te manquait tant que ça? Oui, la lutte me manquait. Parce que j'avais déjà eu un gros break de 5 ans, puis j'étais revenue, puis ça allait bien, puis autant ça me manquait que j'aurais aimé continuer que j'appréciais la pause parce que j'étais rendue au fait que je voulais avoir un enfant aussi. Puis la pause que ça me permettait d'avoir pour tomber enceinte, c'était une chance, c'est quasiment un cadeau tombé du ciel. Fait que j'en ai juste profité. On va rentrer dans les questions les plus compliquées. Jusqu'à maintenant, quel était le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Le meilleur conseil qu'on a pu me donner. Euh, je suis quelqu'un qui se met énormément de pression sur les épaules. Ok. Puis je trouve ça tough. Moi, je trouve ça tough. Je mets beaucoup, beaucoup de pression sur ses épaules, mais en même temps, je veux tellement donner un bon show, je veux être apprécié de tout le monde. Surtout des gens qui sont mes collègues lutteurs. Même si je les vois pas tant souvent, je- c'est important pour moi d'avoir leur respect. Fait que, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ma carrière que, tu sais, je te parlais des prix de l'année. L'année passée, en 2023, j'ai gagné lutteuse de l'année, match de l'année, rivalité de l'année. Puis, je vais être franche avec toi, il y a des lutteurs et des lutteuses au Québec qui ont pensé que je méritais pas d'avoir ça. C'est pour ça. Pas nécessairement à cause de moi, je fournis pas, mais tu sais, ils remettaient en cause toute la légitimité des prix de l'année, là, grosso modo. Fait que, hey, je savais pas que j'allais recevoir ça, là. Oui, Puis bien sûr.
Quand j'ai reçu ça, ça m'a flabbergasté. Puis après ça, j'ai entendu parler de tout le drame que ça avait suivi, puis les critiques que les gens faisaient de ça. Puis moi, ça m'a profondément blessé, pareil. Fait que ce que j'ai trouvé ça extrêmement tough, mais le conseil qu'on m'a donné, c'est pas, c'est une fille qui est dans le monde de la lutte, mais que c'est pas une lutteuse, puis elle m'a pris à part, puis elle m'a dit, laisse-les faire, man. Toi, je sais que c'est dur pour toi, là, d'avoir toute ce critique-là, puis tu prends ça personnel, mais tu sais, c'est pas nécessairement personnel. Puis laisse-les faire, fais ce que tu as à faire, fais-les du mieux que tu peux le faire, comme tu le fais d'habitude. Puis s'ils sont pas contents, laisse-les chialer, man. Puis j'ai réalisé, je me suis assis là-dessus, j'ai fait, ah, mais elle a raison, elle a raison. J'ai jamais, je me suis jamais défoncé pour avoir juste tout raflé au prix de l'année. J'ai jamais voulu diminuer leur travail parce que ce que je fais à NSP, c'est le fun, tu sais. Fait que mais ça m'a énormément blessé quand que j'ai su l'ampleur du criticisme qu'il y avait en arrière des prix de l'année, puis ah, man, ça m'a démoli. Ça m'a démoli, ça m'a rendu triste, puis tout, puis j'ai là, genre, ça sert à quoi de gagner tout ça si ça me fait juste me faire de la merde, tu sais. Fait que non, fait que c'est vraiment ce conseil-là, c'est comme, continue à faire ce que tu le fais bien, fais-les, continue à le faire, concentre-toi sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux contrôler, puis concentre-toi au show que tu donnes à la foule, et le reste, ça te concerne même pas. Fait que c'est ça que j'essaie d'appliquer. C'est pour ça tout à l'heure que je te parlais un peu de compétition. Tu vois, enfin, tu comprends un petit peu Oui, le sens c'est ça. maintenant. Mais moi, je me suis jamais sentie en compétition avec ces filles-là. Oui, Moi, j'ai jamais voulu qu'on mais pense que j'étais meilleure que qui que ce soit. Tu sais, moi, je fais juste, je sais, je suis bonne. Je fais ce que j'ai à faire. On me donne un ballon, je cours vers le goal, puis je score esti. C'est juste ça que je fais, là. Fait que ça m'avait tellement blessée, là. ouais, non, Fait que mais je me doute, mais après, tu vois, regarde, comme tu disais, toi, ça fait un moment que tu es championne et tout, mais tu vois, moi, enfin, entre guillemets, c'est peut-être con hein, ce que je vais dire, mais je comprends, tu vois, entre guillemets, que ça peut susciter de la jalousie, mm, alors que tu vois, c'est pas du tout le but. Et puis, honnêtement, enfin, franchement, bon, j'ai regardé rapidement, hein, tu vois, enfin, peut-être tes matchs et tout, et franchement, moi, je te trouve vraiment talentueuse, quoi, sur le ring. Non, mais c'est vrai, ça fait vraiment bizarre. Et ça, tu vois, c'est cool. Après, comme dit, on est tous différents. Je vais rentrer un petit peu dans des questions un petit peu sombres. Alors, enfin, sombres, ne t'inquiète pas, c'est un peu maîtrisé, mais je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un petit peu un burn-out? Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas en parler. Parce que, bah voilà, tu vois, on en parle, on se dit, bah voilà, tu vois, enfin, ça donne une mauvaise image de moi. Mais moi, je m'en fous, en fait, tu vois. Moi, je fonctionne comme ça. Je me dis, certes, tu vois, t'es une catcheuse, mais t'es aussi une femme avant tout, une maman également. Est-ce que tu as eu des moments de burn-out? Il y a des moments par rapport au catch. non, non, ça m'est pas arrivé parce que j'ai toujours, j'ai toujours essayé d'avoir une pas pire balance lutte, travail, famille. Dans le sens que quand que j'ai eu mon enfant puis que je suis revenue à la lutte après, je prenais pas des bookings dans toutes les promotions, je prenais pas toutes les offres qu'on me donnait. Je me suis concentrée sur la NSPW parce que j'aimais ce que j'avais là. J'aime ce que j'ai là. Je vais peut-être parler au passé. J'aime ce que j'ai là. J'ai une bonne valeur. Je suis appréciée du backstage. Puis le fait de lutter à un seul endroit a fait en sorte que je me suis pas brûlée à aller lutter partout. Donc, j'avais encore l'énergie pour faire ce que j'avais à faire à la maison, puis faire mon travail, puis continuer à lutter, puis m'entraîner, puis tout, parce que justement, je suis pas constamment partie à toutes les fins de semaine. Fait que c'est important pour moi de pas me brûler, parce que, crème, j'ai une maison, faut que je travaille, j'ai une hypothèque à payer, puis je veux être présente pour ma fille un petit peu, je veux pas être partie toutes les fins de semaine, je veux dire, puis je la traîne pas ma fille dans les backstage. Je suis pas encore rendue là. Je la traîne pas dans les backstage, fait que c'est important pour moi de faire une séparation, puis que le monde comprenne que je lutte pas tant parce que c'est intelligent, là, mon affaire. Là, tu sais, je veux dire, je veux pas me brûler. Je veux être capable de faire ça longtemps, pour une couple d'années encore. Fait que si je commence à me brûler, ben, je le ferai pas longtemps. Là. Puis je suis déjà rendue à 33 ans, puis je sais pas combien de temps il m'en reste, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pris pour pas faire de burn-out, c'est de limiter mes bookings. Ok.
Est-ce que le fait que depuis que tu es devenue maman, est-ce que tes objectifs ont changé? C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, hein, j'ai une connerie. Imagine, tu arrives en 2018, de 2019. Après, malheureusement, il y a le Covid. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, bah, pourquoi pas aller un petit peu, tu vois, enfin, du côté des États-Unis. Peut-être pas avoir un show, mais peut-être aller t'entraîner. Bon, malheureusement, il y a le Covid. Tu te dis, bah, peut-être après le Covid, je vais y retourner. Puis là, bah voilà, enfin, tu deviens maman. Est-ce que là, aujourd'hui, le fait que tu es maman, tes objectifs ont changé ou tes objectifs se sont toujours les mêmes? Mes objectifs n'ont pas vraiment changé parce que j'ai eu un enfant, parce que j'ai jamais vraiment poussé à être connue à l'international, puis à aller aux États-Unis, puis à tout faire ça. Moi, dans ma tête, ça a toujours été, je fais de la lutte comme un hobby, je vais avoir mon travail, ma maison. Parce que, tu sais, on l'a vu à la pandémie, là, les gens qui se Oui, bien sont sûr. garochés dans la lutte, ben, du jour au lendemain, il n'y avait plus de travail. Puis, ça a été dur pour eux, tandis que moi, je me suis arrangée pour être, tu sais, pour pas être pris sans revenu. Donc, euh, ça n'a pas changé. J'avais pas des grands plans de lutte avant la grossesse, ni après. Moi, j'aime juste. Mon but, c'est de me faire du fun. Moi, tant que je vais avoir du plaisir à la lutte, je vais continuer à lutter. Puis, ce que je fais au Québec, c'est suffisant pour moi. Je lutte pour la meilleure promotion de façon constante. On est en train, avec quelques autres promotions, de ramener la lutte au Québec sur une bonne, je dirais un bon plateau, là, je veux dire un bon niveau de popularité. On est une couple de promotions qu'on travaille fort là-dessus, puis on est en train de le faire. Puis ça peut être ce que j'ai avoir fait de ma vie, avoir aidé à porter la lutte québécoise où est-ce qu'elle est présentement, puis en même temps d'inspirer une génération plus jeune de lutteuses à faire comme moi, puis à même me dépasser, ben là, j'ai pas besoin de plus que ça. Ok. Je voulais savoir, je voudrais avoir tes deux visions des choses si ça te dérange pas. Est-ce que c'est compliqué en général quand tu es une catcheuse ou que tu es catcheur, enfin lutteur et lutteuse pour vous, est-ce que c'est compliqué d'être en couple et justement toi pour ta vie personnelle, est-ce que ça a été compliqué d'être en couple quand on est dans le domaine du catch? Euh, c'est une question qui tombe à pic. Oui, c'était tough parce que moi, mon mari, c'était pas un lutteur. Euh, Fait que quand je te parlais de faire la balance, là, entre la vie familiale, la lutte et le travail, ben, c'était ça aussi, hein. C'est du fait que mon mari, c'était pas un lutteur du tout, mais tu sais, j'ai travaillé fort, là. J'ai travaillé fort pour que ça fonctionne, mais au niveau de ma relation, gars, ça n'a pas fonctionné. Ok. Puis c'est en partie à cause du fait que je voulais faire de la lutte, puis j'aime ça. Tu sais, probablement qu'il aurait voulu que moi, mes priorités soient ailleurs, là, tu sais. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que ma priorité, c'est juste la lutte, là. Mais bon, ça a pas fonctionné. Fait que c'est tough. Mon expérience personnelle me dit que c'est pas évident d'être en couple avec quelqu'un qui est pas lutteur. Probablement, c'est pire quand tu es une femme. Parce que je connais beaucoup de lutteurs que leurs femmes sont pas dans la lutte puis sont capables de lutter à toutes les fins de semaine. Mais tu Ouais. sais, une fille, c'est moins bien vu, là, tu sais. Donc, nya. Fait que c'est pour ça que c'est pas. Non, c'est ça, c'est pas évident. Ouais, non, mais je me doute, mais tu vois, t'es pas du tout la seule et pas pareil, tu vois. Je sais pas après, enfin, tu vois, ça me regarde pas, mais tu vois, je sais pas si t'es en couple ou pas actuellement, mais je sais que par exemple, j'ai reçu quelqu'un dont la vidéo, enfin, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Si elle regarde l'interview, elle va me tuer, mais parce que j'ai oublié son prénom, bon, bref. Mais je veux dire, tu vois, par exemple, elle, je sais qu'elle me disait qu'elle avait été justement en couple avec des catcheurs et que tu vois, même aussi, tu vois, enfin, que tu sois en couple avec des personnes qui ne sont pas dans le catch et qui soient dans le catch, c'est aussi compliqué. Est-ce que tu es aussi d'accord avec ça? Ben, ma seule relation que j'ai eue vraiment à la lutte, c'était avec quelqu'un qui était pas un lutteur. Donc, Ok. je peux surtout parler de ça, mais je te dirais que bon, là, je suis en train de développer quelque chose avec quelqu'un d'autre qui est au niveau de la lutte. Puis là, ben, je te dirais que c'est déjà beaucoup différent. Ouais, je me Puis doute. dans mon cas, ça s'améliore vraiment beaucoup. C'est Hmm. beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de soutien. Puis, tu sais, je peux pas tant me prononcer là-dessus parce que c'est Ouais, relativement. Mais tu je sais, comprends. c'est sûr que
c'est sûr que ça a son lot de défis. Mais en général, quand tu es un lutteur et que ta blonde est lutteuse, ben, tu comprends l'attrait qu'elle a pour aller lutter à des promotions. Bien Après sûr. ça, si tu es jaloux parce qu'elle a des opportunités que tu n'as pas, c'est quelque chose d'autre. Là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais à te répondre là-dessus. J'ai surtout de l'expérience avec quelqu'un qui était pas dans la lutte. Fait que ça, Ouais. c'est moyen. Oui, non, non, mais je me doute, mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien un peu en parler parce que, tu vois, moi, comme je dis, je m'adresse à tout le monde, en fait, tu vois, dans mes interviews. Donc, tu vois, imagine une personne, tu vois, enfin, une jeune fan et tout, qui te reconnaît, qui se dit, bah voilà, j'aime beaucoup son parcours. Moi, je suis en couple. Comment Lou, tu vois, enfin, l'a vécu, comment un tel, il l'a vécu. Tu Mm. comprends un petit peu, donc, il y a rien il y a rien de malsain. Aujourd'hui, tu es maman. Est-ce que ta fille, elle a pour projet un jour de devenir catcheuse? Est-ce que tu l'encouragerais dedans? Est-ce que tu la mettrais en garde sur certaines choses? Bref, si un jour elle te dit, voilà, je vais devenir une catcheuse, est-ce que tu accepterais? Est-ce que tu refuserais? Ah, mais ça, je veux pas la pousser là-dedans. Ok, C'est pas quelque chose que je vais pousser. Ta mère, c'est une lutteuse, tu vas être une lutteuse, là. Non, c'est pas mon style, mais je te dirais qu'en ce moment, ma fille a 3 ans et demi, puis je lui montre même pas de lutte. d'accord. Parce que je trouve qu'elle est un peu jeune pour comprendre la subtilité derrière cette Oui, discipline-là. Fait que je vais attendre qu'elle ait pogné l'âge de raison. Fait que, tu sais, fait que 6-7 ans, là, quand je vais pouvoir lui expliquer que c'est un show, là, je vais y présenter le produit plus. Elle sait que je fais de la lutte. Elle voit mes costumes, elle m'a déjà vu lui faire elle a déjà vu des clips. Fait qu'elle sait que je lutte. Mais c'est pas quelque chose que je vais pousser. Mais si elle m'arrive un jour et elle me dit, Maman, je veux essayer de faire de la lutte, mais là, comme tu dis, je vais la mettre en garde sur ce que ça implique, ce que c'est vraiment, euh, ce qu'il faut qu'elle fasse pour que ça marche. Si après ça, si elle veut se lancer là-dedans, ben là, ça va être qu'elle va avoir tout mon support parce que c'est important que les enfants se sentent supportés par leurs parents. ouais. Donc soutenus par leurs parents. Je disais tout croche, par le tout croche, mais c'est ça. Fait que je pousse, c'est pas quelque chose que je vais pousser. Si elle m'arrive un jour, elle me dit qu'elle veut en faire, je vais y expliquer en long et en large ce que c'est. Puis si elle continue à vouloir faire ça, ben ça va être de l'encourager dans ce qu'elle veut faire. La mettre en garde aussi sur certaines Oui, choses qui sont bien, qui sont pas oui. bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu es au courant, n'importe qui, au bout d'un an enfin, d'entraînement ou très peu, peut ouvrir une école de catch aussi, de la mettre en garde sur certaines choses. Ah, absolument, ben ça va être de la diriger vers les bonnes personnes. Vu que je connais le milieu au Québec, ben, je vais savoir comment l'enligner. Euh, Puis de la mettre en garde sur ce qu'il faut qu'elle garde, ce qu'il faut qu'elle garde en tête aussi quand elle va commencer ses relations avec les autres lutteurs ou elle va commencer à lutter pour telle promotion, si jamais ça arrive, là, tu sais. Mais non, ça va, oui, de la mettre en garde, de la préparer sur qu'est-ce que c'est. Puis c'est ça. Qu'elle sache dans quoi qu'elle s'embarque, là. Une maman, c'est très protectrice. Est-ce que toi, tu risques d'être très protectrice avec ta fille? Absolument. C'est logique après en même temps. Ouais, ouais, non, c'est ça. Dans les premières, si elle fait de la lutte au Québec, dans les premières fois qu'elle va aller, c'est sûr que je vais être avec elle. C'est sûr que je vais être avec elle. Faut pas qu'elle se fasse not being taken advantage of. Et pourquoi enfin, c'est peut-être, enfin, comme t'expliquais tout à l'heure, c'est un choix personnel, mais pourquoi pas l'emmener de temps en temps dans les coulisses parce que tu veux vraiment faire la différence, c'est ça? Tu veux vraiment avoir ta vie personnelle et ta vie de catcheuse. Est-ce que ça veut dire que un jour, je sais pas, peut-être qu'après, quand elle sera un peu plus grande, est-ce que tu la prendrais quand même dans les coulisses pour voir un peu bah, comment c'est exactement ou vraiment pas du tout? Ben oui, j'aimerais ça à un moment donné, mais je veux vraiment attendre que je sois capable de lui expliquer c'est quoi la lutte, puis Ok. être sûr qu'elle comprenne vraiment ce qu'on fait. Avant de la porter dans un backstage, puis qu'elle soit en lien avec qu'elle voit le produit, parce que j'ai déjà commencé à y montrer des petits clips de lutte à la WWE, puis à chaque fois, ben, au début, elle était là, oh, tombé, puis à un moment donné, je le voyais, elle commençait à trouver ça agressif, là, tu sais, Oui. c'était Peur. trop violent, là, tu sais. Fait que ça va être de fermer ça, puis d'attendre, elle est trop petite encore. Donc, je vais attendre, je veux vraiment qu'elle comprenne que, oui, ça fait des gros booms, ça fait bien du bruit, on est là, puis on se donne des coups, là, tu sais. Mais il faut vraiment qu'elle comprenne que c'est de la simulation. Fait que
Je veux vraiment que cette notion-là soit capable, qu'elle soit capable de le saisir avant de l'amener voir un show pour vrai. Parce que là, à télé, puis en vrai, c'est vraiment deux mondes différents. Bien sûr. Mais je suis vraiment pas fermée à l'idée d'un jour l'amener backstage, rencontrer les gens. Peut-être plutôt, tu sais, un après-midi avant le show, le ring est monté, les gens sont juste là, sont friendly. Fait que l'amener pour qu'elle puisse voir le produit, commencer à être en contact avec, mais sans vraiment qu'elle soit là quand que le show commence. Tu sais. Ça, je vais attendre qu'elle soit capable de voir la nuance. Fais gaffe parce que c'est vrai, après bientôt l'école, ils vont t'appeler, ils vont te dire que ta fille, elle a fait une Mais souplex et c'est tout. ça, Donc, c'est ça que je vais éviter. Je vais éviter qu'elle pense que c'est correct de commencer à oui, taper sur le monde, là, tu sais. Je veux je vraiment me qu'elle doute. comprenne que c'est un show qu'on donne. C'est pas vrai, c'est de la simulation de combat. Dernière question par rapport à ça. Je voulais savoir, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est aussi très compliqué? Vous avez le cas du côté de la NSPW, justement avec Sean Martel, qui est, bah, tu vois, enfin, qui est un catcheur, enfin, je veux dire, de génération en génération. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu as peur, si un jour, bah voilà, enfin, tu décides d'arrêter puis que tu passes, entre guillemets, le flambeau à ta fille? Est-ce que être la fille d'eux, est-ce que ça aussi, ça risque d'être compliqué pour toi ou pas du tout? C'est des choses quand même auxquelles où tu te projettes un jour, si jamais elle te dit, voilà, maman, je vais devenir catcheuse. J'avais vraiment pas pensé à ça parce que je pense. Je sais Je que suis j'ai fait désolé. du bon. Non, j'ai fait du bon stock, mais c'est des bonnes questions que tu poses. J'ai fait du bon stock à NSPW, mais j- j'ai jamais été vraiment plus loin que ça. Fait que si Ok, jamais elle décide qu'elle fait de la lutte, ça se peut que au départ, elle fait, oh mon Dieu, c'est la fille à Lou, fait que tu sais, elle va être bonne, mais tu sais, bien sûr. euh, je pense pas que ça va lui nuire tant que ça, parce que j'ai pas été si loin que ça. Fait que ça va juste, je sais pas, c'est pas quelque chose c'est pas une chose à laquelle j'ai pensé vraiment. Dans ma tête, c'est tellement loin encore, là. Ah, Je suis ouais, non, mais tellement pas je me rendue là, doute, mais je me doute, mais une enfant, ça grandit vite. Hein. oui, oui. Je pense qu'on a dû te le dire et tout. Une enfant, ça grandit extrêmement vite. Donc, du coup, tu vas même pas avoir le temps passé. Mais après, pourquoi aussi je te parle de ça? Quand tu vois un petit peu enfin, les insultes qu'elle a reçues la fille à The Rock, bon, après, tu vas me dire aussi, t'es pas The Rock, c'est pas méchant, mais tu vois, entre le parcours de The Rock et c'est vrai que, bah, entre guillemets, on voit sa fille qui arrive. Donc, du coup, tu vois, c'est vrai qu'elle a peut-être aussi une pression d'être derrière le dos. Malheureusement, on a vu que sur le ring, ça n'allait pas. Et donc, du coup, bah, ils ont décidé de la mettre au niveau de l'autorité. Et là, apparemment, ça va plutôt mieux. Mais tu vois, c'est ça aussi, moi, des fois que je me dis, je me mets en fait à la place des deux personnes. Je me mets à la place du lutteur ou de la lutteuse et puis aussi à la place de l'enfant. Parce que tu vois, l'enfant, entre guillemets, comme je dis, s'il choisit ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu vas lui mettre en garde sur certaines choses. Ouais. Oh, oui, ben, je dirais que c'est pour cette raison-là, souvent que, ben, des fois, il y a des lutteurs que même si c'est le fils ou la fille d'un tel ou d'une telle, ils vont changer leur nom de famille. Ils vont Ouais. pas nécessairement prendre le même nom de famille. Comme là, la fille à The Rock, elle a essayé, mais tu sais, c'est parce que la foule est tellement au courant que je pense pas qu'au niveau du Québec, ça serait vraiment possible de le savoir, à moins que ce soit annoncé là, partout. Fait que, probablement que les gens backstage vont le savoir que c'est ma fille. Mais c'est trop facile de le cacher au reste de la foule que je pense pas que ça serait un défi pour elle en tant que telle. Et puis toi, de toute façon, tu la caches des réseaux sociaux. Enfin, enfin, après, c'est pas attention, hein, c'est pas une honte d'avoir un enfant, mais je veux dire que moi, je trouve que c'est important de cacher ces enfants des réseaux sociaux. C'est mon point de vue. Après, je sais pas si chacun, tu vois, fonctionne un peu, mais tu vois, disons que pour l'instant, enfin, au bout d'un certain âge, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, les enfants ne demandent pas, tu vois, entre guillemets, à être exposés, tu vois, sur les réseaux sociaux. Comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. S'il y en a qui veulent mettre des photos avec leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, on devrait un petit peu leur demander. On arrête de parler de ça. J'avais aussi une autre une question. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu as du regret ou pas du tout d'être catcheuse? Est-ce que tu te dis, j'ai fait le bon choix ou j'ai fait le mauvais choix? Parce qu'on pourrait très bien se dire, j'ai fait le mauvais choix et je regrette. Est-ce que toi, tu regrettes d'avoir choisi ça? Pas du tout. C'est un sport que j'aime trop pratiquer malgré certaines difficultés que j'ai endurées
pratiqué cette discipline-là, mais non, aucun regret. Je pense même que le regret, c'est de ne pas avoir essayé de pousser davantage. Je veux dire, jusqu'où j'aurais été capable de me rendre si, quand j'avais 18 ans, au lieu de choisir d'aller à l'université, j'avais choisi de pousser la lutte. Ouais. J'ai peut-être un petit regret de ce côté-là. Jusqu'où j'aurais été capable de me rendre. T'sais. Je sais que je suis pas pire. Là, j'aurais peut-être pu me rendre loin. Là, mais ce qui fait est fait. Mais j'ai absolument pas de regret d'avoir commencé la lutte parce que c'est l'amour de ma vie. C'est le hobby de ma vie, la lutte. J'ai tellement de plaisir, puis c'est tellement le fun, c'est tellement différent. J'aime en parler aux gens qui connaissent pas la lutte. J'aime voir les brillants dans leurs yeux quand ils voient la lutte pour la première fois, puis qu'ils sont là, My God, c'est tombé hot! C'est tellement le fun comme discipline que, oh non, zéro regret. Ok. Explique-nous un petit peu de cette rencontre avec Aigle Blanc. J'ai vu que tu as fait une photo avec Aigle Blanc, qui est un énorme lutteur du côté de la de la France. Pardon, vous là. Excuse-moi. Non, en fait, j'espère. Mais en fait, en gros, je voulais dire la France, et je sais pas pourquoi. En fait, mon cerveau, il a dit non, tu dis pas la France, tu dis la WWE. C'est tout ce que je lui souhaite. Alors, du coup, cette rencontre, comment ça s'est passé? C'est Aigle Blanc, il a été très, très popularisé dans les derniers mois. Il a fait un match contre Mustafa Ali. Puis, il y a eu une couple de gros matchs qui a fait en sorte qu'il a été visible en Amérique. Puis là, ben, une couple de promoteurs qui l'ont vu. OK, c'est un méchant bon lutteur en France. Puis là, il y a Kevin Raphaël. C'est une personnalité, une vedette québécoise il connaît la lutte, puis il est proche du nouveau monde de la lutte. Fait qu'il s'est fait un show qui s'appelle Sans restriction, chrono, qui est basé un petit peu sur ce que la WWE fait, Speed, avec les matchs de 3 minutes. Mais lui, il fait le même type de tournoi, des matchs de 4 minutes. Puis, ben, lui, il veut amener des gros noms. Fait que, ce show-là, c'est le premier show de Sans restriction. Il a amené, Dijak Donovan. Dominique Dijak. Excusez, c'est son ancien nom à eux. Puis il a fait venir Aigle Blanc parce qu'il savait que c'était une sensation européenne qui pouvait. Puis on avait des bons lutteurs avec qui ça allait faire des bons matchs au Québec, donc Matt Angel puis Travis Toxic. Puis c'est d'autres high flyers qui sont super bons. Puis Aigle Blanc, c'est une machine, on va se le dire. Fait que c'est ça, ils l'ont invité à Sans restriction, puis ben, il a accepté l'invitation. Fait que là, il est venu lutter pour Sans restriction dans notre backstage de la NSPW, parce que Sans restriction se produit à la même salle que les shows de la NSPW au Centre Horizon. Donc, c'est là qu'on a eu une rencontre avec ma rencontre avec Aigle Blanc. Puis quand on fait venir des stars à NSP, ben, j'essaie de prendre des souvenirs, des petites photos. Tu sais, je veux dire, Kenta, il est venu 2 fois. J'ai pris 2 photos avec Kenta. On a eu Shelton Benjamin. J'ai pris une photo avec Shelton. Tu sais, on a eu Aigle Blanc. En plus, je peux y parler. Tu sais, on se parle, on se comprend. C'est beaucoup plus facile la communication que quand tu. Ouais. Non, mais le langage. Fait que Aigle Blanc, il est venu. Fait que j'avais envie d'avoir un souvenir avec Aigle Blanc. Fait que c'est très chic type. Chic type, l'adore, c'est un gentleman, puis il est le bienvenu au Québec en tout temps. Et en plus, tu vois, honnêtement, moi, j'ai fait beaucoup de structures, pas loin de chez moi, qui est passé. Et c'est vrai que quand j'ai vu Aigle Blanc, parce que moi, je l'ai vu une seule fois, quand je l'ai vu, je fais ce mec-là, honnêtement, et je dis pas ça parce qu'on a enregistré, je l'ai déjà dit beaucoup de fois et tout, je fais ce mec-là, en fait, il a rien à faire en France, en fait. Ce mec doit. Non, mais c'est vrai, c'est pas méchant. Mais tu vois, moi, je sais pas si t'as aussi cette sensation. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui stagnent trop du côté, tu vois, que ça soit, tu vois, du côté de la France ou du côté peut-être, tu vois, du Québec et tout. Bon, moi, je m'y connais pas trop du côté du Québec, tu vois, c'est beaucoup plus toi qui peut avoir cette réponse-là. Mais tu vois, disons que des fois, quand tu vois une personne, tu te dis, mais en fait, le mec, il n'a rien à faire là. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas méchant parce que le gars, disons, tu vois, en fait, en gros, à force de rester là, tu vois, c'est comme si, mettons, je vais prendre un exemple au niveau du foot, du soccer, pour vous, je sais pas si tu regardes un peu rapidement le foot, mais tu vois, c'est comme si, mettons, tu dirais que, tu vois, Cristiano Ronaldo resterait uniquement que dans une petite équipe, et tu lui dis, mais mon gars, au bout d'un moment, va jouer la Ligue des Champions, va jouer des grosses compétitions, va avec des gens tu vois, je veux dire, qu'ils ont
ton calibre reste pas dans un endroit. Je sais pas si tu comprends à peu près. Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais on en a quelques-uns au Québec, des talents incroyables. On se dit, c'est sûr qu'ils seraient capables de percer aux États-Unis, mais en même temps, tu te dis, le bassin de lutteurs aux États-Unis, là, il est immense. Ouais. Mais il est immense. Fait que, il y en a du bon monde aux États-Unis, mais ce qui devient difficile pour les lutteurs qui viennent d'ailleurs, c'est les visas de travail. Fait que oui, t'es peut-être bien bon, mais il va en avoir un lutteur américain qui est aussi bon que toi, là. Ouais, Puis lui, il n'a pas besoin de se faire chier avec un visa. On en a certains lutteurs qui vont percer. Tu sais, récemment, au Québec, on a Speedball Mike Bailey. Que lui, ça faisait longtemps qu'il était vraiment, vraiment bon, mais il était banni des États-Unis pendant un bout de temps. Puis là, son bagne a été levé. Fait que là, la TNA l'a signé tout de suite. Là, tu sais. C'est quelques PCO que Pierre-Carl Ouellet, même affaire. Le gars, il est revenu. Que j'aurai prochainement. Que tu auras prochainement. Vendredi, à l'heure où je tourne la vidéo. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre gros nom, là, que, tu sais, il avait fait la WWE dans le temps, puis là, ben, il est revenu en force, puis là, il a signé avec la TNA, il a fait une coupe de show à ROH aussi, puis sinon, ben, du côté du Québec, on avait Kevin Owens, Sami Zayn. Ça, c'est sûr, c'est les deux grands. C'était une putain d'explosion, hein, honnêtement, franchement, et c'est bien. Mais ces gars-là, pendant combien d'années, les gars sont partis en char lutter pour des promotions aux États-Unis, à pas être payés, à dormir dans leur voiture pour éventuellement avoir une opportunité qu'ils ont fait voir par les bonnes personnes. Mais on en a quelques-uns des talents comme ça. On a Marco Estrada au Québec. Mais tu sais, le gars, il n'est pas intéressé à aller lutter ailleurs. On a Matt Angel puis Travis Toxic, mais les gars ne sont pas intéressés à aller lutter ailleurs. Donc, ceux qui sont intéressés à lutter ailleurs, ben là, c'est le combat du visa. Peut-être ça te prend une promotion qui est intéressée à toi, comme Mike Bailey intéressait déjà TNA. Peut-être aujourd'hui que tu es maman, tu as peut-être, disons, tu vois, comment je pourrais dire ça? Enfin, tu es beaucoup plus prévisible. Est-ce que si jamais tu n'aurais pas eu d'enfant et que tu aurais commencé plus tôt, comme tu disais tout à l'heure, à tes 18 ans, comme quoi tu avais du regret, est-ce que tu aurais réussi, toi, tu penses, à suivre un petit peu, tu vois, le parcours, entre guillemets, un peu comme Kevin Owens, Sami Zayn, ils ont fait, ou alors un parcours, tu vois, de catcher, genre, d'être tout le temps sur la route, ça serait quelque chose que tu penses que tu aurais réussi à suivre ou ça aurait été compliqué pour toi, tu penses? Ça aurait probablement qui te été connais compliqué. Bien. Oui, c'est ça. Mais ça aurait probablement été très, très dur. Hey, ça doit être une vie qui est tellement tough. Mais tu sais, en même temps, ça te prépare pour ce que tu vis à WWE. Si tu vises la WWE, parce que les gars sont constamment sur la route. Mais constamment. J'ai fait un try-out à la WWE. C'est ce que j'allais te demander. C'était ma prochaine question. Tu m'as volé ma prochaine question. Mais c'est ça, j'ai fait un try-out, ça m'a permis de voir que c'est peut-être pas nécessairement ce que j'ai envie de vivre. Mais tu sais, si j'avais commencé plus tôt, puis je m'étais garoché là-dedans, puis à quel point l'être humain, il a une capacité de s'habituer à des conditions, des fois, qui sont difficiles. On s'habitue parce que c'est ce qu'on veut, puis on est là-dedans, tu sais. Fait que peut-être qu'éventuellement, j'aurais fini par être capable de vivre de façon aussi frugale, tu sais, puis espérer avoir l'opportunité, peut-être éventuellement l'avoir, puis éventuellement percer. Mais tu sais, probablement que j'aurais été, si t'es pas assez jeune, puis t'es assez mindé, probablement que j'aurais été capable. Mais, pour revenir à ta prochaine question, j'ai fait un try-out avec la E en 2019, puis c'était avant que j'aille mon enfant, c'était avant de tomber enceinte. Mais déjà, j'avais fait mon baccalauréat, j'avais été fait mon étude supérieure, puis je voulais encore être archéologue dans ce temps-là. Mais je me suis rendu compte que, oh my God, que c'est tough travailler pour la E. My God, faut que tu sois un athlète hors pair. Faut que tu sois, 6 jours semaine au gym. C'est du grinding. Est-ce que tu grindes quand t'as E, ça n'a pas de sens. Puis en plus, tu es constamment sur la route. Puis je me suis rendu compte que, c'est peut-être trop dur pour moi, mais tu sais, j'approchais déjà la trentaine. Ça me tentait peut-être plus de me lancer là-dedans. Mais peut-être plus jeune, j'aurais réussi à vivre de ce train de vie-là. Demain, c'est tout ce que je te souhaite. Demain, si la TNA, par exemple, t'appelle, tu y vas pas, tu réfléchis? Je réfléchis, mais si elle m'appelle pour un try-out, c'est sûr que j'y vais. Si elle m'appelle pour un match ou deux, c'est sûr que j'y vais. Un contrat?
Hey, Sia. Christy, rendu au point où j'en suis, je pense que oui. Parce que je suis rendu au point où ma job en ce moment, mon travail, mon emploi, me satisfait moyen. Donc, c'est sûr que si demain matin, la TNA m'arrive avec un contrat, salut, je signe. Là. Mais, euh, je pense que oui, je pense que je prendrais l'opportunité. Juste pour voir. À chaque fois, on parle toujours de la WWE qui est compliquée. Tu vas me dire, c'est normal parce que c'est vraiment là, enfin, c'est vraiment le Graal. Il n'y a rien qui est plus grand que la WWE. C'est vraiment le numéro un mondial. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, d'autres structures, on parlait de la TNA, on parlait de la AEW, on parlait également aussi de la ROH et de la New Japan et tout, du côté du Japon. Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que eux, en fait, enfin, c'est un peu le ressenti que moi j'ai, mais c'est vrai que je ne sais pas si eux aussi ils ont des tryhards. Par exemple, tu vois, enfin, un peu comme la WWE. Je sais que tu vois, enfin, tout le monde, en fait, à chaque fois que j'entends tout le monde qui parle, leur objectif, bon, tu vois, c'est complètement logique, hein, c'est d'aller à la WWE, même si c'est très compliqué, mais tu vois, par exemple, on serait bien aussi du côté, tu disais tout à l'heure, si la TNA m'appelle, moi j'y fonce et tout, mais c'est vrai que, en fait, en gros, j'ai l'impression que on s'intéresse moins aux autres compagnies, on s'intéresse beaucoup plus à la WWE. Qu'est-ce qui fait que parfois les autres compagnies ne s'intéressent pas à vous, les Québécois, ou même à nous, les Français? Oh, c'est une bonne question, mais je te dirais que je pense que l'un des points les plus, ce qui pèse le plus dans la balance, c'est au niveau des visas de travail. Ok, Ça oui, peut c'est être ça le. chiant aussi pour une promotion, même si Ouais. quelque chose qui est aussi big que la TNA, d'aller chercher des visas de travail pour des talents qui sont pas américains. Je veux dire, le bassin de lutteurs américains est Ouais. tellement grand que c'est facile pour les promotions américaines de juste mettre des Américains sur leur show. Puis c'est beaucoup moins de troubles pour les visas puis d'aller chercher les talents internationaux. Sauf évidemment quand que c'est déjà des stars établies comme là, tu vas faire, mettons, la All Elite qui fait des shows avec la New Japan, mais tu sais, les Okada de ce monde, on les connaît, là, Oui, bien sûr. c'est des gros noms que c'est facile de s'échanger, puis tu sais, aller chercher des visas. Fait que j'ai l'impression que pour les talents qui sont pas connus, ben c'est au niveau du visa là, qui est Ouais. énervant. Tu sais, la WWE a un mindset tellement international qu'elle veut aller chercher les talents possiblement avant que les autres promotions les signent. Elle veut les amener à NXT pour qu'ils soient forgés Ouais. pour être des stars de la WWE, sans que l'Indie mette des petits plis dans ces lutteurs-là. Donc, je pense que c'est à ce point-là, la E va avoir un. La E, elle a beaucoup de reach aussi. Là. C'est facile pour elle d'aller voir ailleurs. Donc, j'imagine que c'est pour ça que la E a tendance à aller voir pour ça qu'elle s'est essayée en Europe avec la NXT UK. Elle a essayé de voir ce qui se faisait au Canada en faisant un gros tryout canadien il y a une couple d'années. Mais je pense qu'en général, les autres promotions sont moins attirées par les talents internationaux à cause d'une question de visa. Dernière question par rapport à ça. La WWE, quand ils ont fermé leur NXT UK, ils nous avaient annoncé qu'ils lanceraient probablement un WWE Europe pour faire des sessions de recrutement. Malheureusement, depuis le temps, bah, il n'y a toujours rien. On a appris récemment que ça ne se ferait pas. Est-ce que Ouais. ça, c'est quelque chose qui était peut-être un objectif pour toi d'essayer de te faire repérer par. Après, je ne sais pas trop comment ça aurait fonctionné. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se lancer dans ce débat-là, mais est-ce que ça aurait pu être un de tes objectifs s'il y aurait eu un WWE Europe? Euh, non, je pense pas. Pas depuis dernièrement au niveau de la WWE, c'est trop gros. Puis le niveau d'investissement qu'il faut que tu mettes pour Ouais. la E, il est trop énorme. Là, il est rendu au point où j'en suis. De toute façon, je suis rendu ben trop vieille pour la E. On va se le dire, là. C'est pas ça qu'ils cherchent. Là. Ils cherchent pas des filles dans la trentaine. Là. Ils cherchent des petites popounes de 22 ans. Fait que, en ce moment, tu sais, je réponds pas à le critère. Mais, euh, mais non, c'est trop un gros niveau d'investissement à la Ouais. WWE. C'est pour ça que je pensais plus TNA s'il y a quelque chose. Parce que ça peut être beaucoup plus spontané. Pas spontané, mais tu sais, ponctuel. Là. Tu sais, c'est une fois de temps en temps, la TNA, quand ils ont besoin d'un talent, là, ils vont le chercher. Là, mais tu sais, la E, c'est parce qu'il faut que tu sois imbriqué, tu as un contrat d'exclusivité, puis
c'est du grinding tout le temps. Fait que c'est ça. Non, ça aurait pas été, même s'il avait fait un NXT Canada, je pense Ok. même pas que ça aurait été dans mes objectifs. On arrive bientôt au terme de l'interview. Je voulais savoir un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce que le catch t'a appris? Wow! Wow! Quelle question! Qu'est-ce que la lutte m'a appris, tabarnouche, à me faire confiance? Le premier point que ça m'a appris, c'est à me faire confiance. Parce que quand tu t'en vas sur un ring, oui, t'as ton adversaire, mais il faut que tu fasses confiance en tes capacités, que ça aille bien ou que ça aille mal. Surtout quand ça va mal dans un ring. Il faut que tu fasses confiance en tes capacités de rattraper le tout. Donc, ça m'a appris à me faire confiance. Ça m'a appris à channel my energy. Parce que j'ai quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie en Ouais. général, puis c'est de le focaliser au bon endroit, puis d'être capable de jouer un personnage comme du monde. Euh, Expulsif, hein. C'est ça que tu veux dire que tu es quelqu'un d'expulsif, c'est comme ça que qu'on appelle quelqu'un qui attend en OK. place, c'est quelqu'un OK. qui est expulsif. OK, ouais, c'est ça. Ben, quand j'étais au secondaire, j'avais une amie qui m'appelait le petit lapin énergiseur, là. Fait que, fait que, en tout cas, c'était. Mais ce que ça m'a vraiment appris, c'est à me faire confiance. À me faire confiance parce que c'est la discipline dans laquelle j'ai plus de talent. Puis s'il y a une chose tabarnouche dans la vie où est-ce que je peux me faire confiance, puis je sais que je vais l'avoir, c'est la lutte. Fait que ça m'a appris à me faire confiance. C'est important pour toi de t'éclater dans le ring et de pas uniquement être là et puis faire un peu, tu vois, enfin, faire ton match et puis même, merci bien, s'emballer, c'est peser. C'est important pour toi de pouvoir t'extérioriser, c'est ça Ben oui. le mot que je cherchais. Non seulement c'est bon pour moi, dans un niveau personnel, de me développer puis de faire sortir ce que j'ai besoin de sortir, mais c'est bon pour la foule parce que quelqu'un qui lutte puis qui trouve ça plate, puis qui sait pas pourquoi il est là, mais ça paraît dans la foule, là, le monde, là, ils embarqueront moins. Si la personne qui est dans le ring a l'air d'aimer ça être là, puis que ça va bien, puis même si je suis méchante, puis tu sais, je les envoie chier, mais tu sais, je suis expressive, puis je suis dedans, puis tu sais, ça fait embarquer la foule d'autant plus dans mon show. Donc, c'est très important pour moi de garder la flamme, euh, de toujours avoir du plaisir dans un ring, peu importe le rôle justement la foule à embarquer puis à avoir du plaisir. Puis c'est ça qui est le plus important pour moi dans un show de lutte, c'est que la foule ait du plaisir puis qu'elle revienne au prochain show. Ok. J'aime bien mettre un peu de compétition ici. Je voulais savoir tout à l'heure, tu me disais que ton frère était dans le domaine du catch. Est-ce qu'il y est toujours? Et s'il y est Non. toujours, ah merde, parce que je voulais savoir qui était le meilleur entre vous deux. Ah, mais mon frère Mathieu Paul a arrêté de lutter il y a longtemps. Ah, Fait que je te dirais qu'au niveau de l'expérience, puis du talent, il était très, très, très talentueux. Mon frère est aussi acrobate puis aussi athlétique que je l'étais, mais que je le suis, mais je te dirais que je dois l'avoir dépassé, là. attention, parce que s'il regarde, peut-être qu'il va, ou Il va peut-être qu'il t'appellera et qu'il revenir. te dira, qu'est-ce que t'as dit, Lou, là, sur Oui, l'interview et tout. Attention à toi, hein. Mais oui, ça, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ou pas, hein? C'est juste une question que je me pose. Pour ton dernier match, enfin, qui arrivera certainement pas tout de suite, c'est tout ce que je te souhaite, mais vraiment le dernier match, est-ce que ça serait un rêve pour toi? Peut-être que, bah, justement, s'il nous écoute ton frère, peut-être que je te lance un peu, tu vois, enfin, à peu ça une dans les idée, airs, mais ouais. un match Ah, lutter contre contre mon ton frère, frère, ouais, pour ça c'est. ton dernier match de Oh, catch. oh mon Dieu, ce serait le fun. C'est sûr, j'ai jamais eu la chance de lutter contre mon frère. OK? Je pense qu'on aurait une maudite belle chimie. Ça serait. Mais c'est pas tout de suite, puis ça fait déjà des années que mon frère lutte plus. Donc, d'après moi, c'est dans l'ordre de l'impossible. Mais si je pouvais choisir mon adversaire tout de suite, là, pour mon dernier match, là, j'irais probablement vers Travis Toxic. Parce que OK. Travis puis moi, ça fait longtemps qu'on se croise. Puis que, autant backstage que dans le ring, puis on a une histoire qui remonte à loin. Fait que, si j'avais à te dire un nom, là, ce serait probablement Toxic. Ok, ah bah, alors là on arrive à la question bonus qui est plus ou moins la même question. Je suis désolé, c'est la question la plus compliquée de l'interview. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, ok? Tu as la possibilité de faire apparaître trois catcheurs de ton choix. Ça peut être des catcheurs qui sont morts actuellement, qui sont toujours vivants, mais c'est si jamais tu aurais l'opportunité d'affronter un catcheur, enfin un catcheur,
3 catcheurs de ton choix, qui ça serait et pourquoi? Oh, boy. Elle est Ouais. compliquée cette question, Elle est je le trop, sais, merci. mort ou vivant en plus. Mais en plus, tu vois, attends, là ça va, je t'en demande 3. D'habitude, j'en demandais un seul. En demande un, ouais. Mais comme on me respecte tellement Eh, sur cette chaîne que j'ai accepté 3. Et tu vois, c'est ça, hein, c'est quand tu dis oui à l'un, tu peux pas dire non à l'autre. Donc non, du c'est coup, ça. Fait que je vais t'en donner un pour c'est répondre à ta ok. question originale, mais je vais en C'est- donner 2 autres après parce que, mon Dieu, il y en a tellement. Mais si j'avais à choisir une adversaire, puis je la prends dans son prime, là, où est-ce qu'elle était la meilleure, ce serait Lita. Parce que Ouh. c'est grâce à Lita que j'ai Ouais. eu envie de lutter vraiment. Parce que je la trouvais belle, je la trouvais badass, puis j'avais envie d'être pareil. Fait que ça serait. Oh mon Dieu. Lita. J'ai tellement de mots. Non, mais je suis désolé, hein, elle est ultra compliquée cette question, mais tu vois, on est obligé tu vois, enfin, de pas que ça soit des questions trop rapides, tu vois, c'est pas drôle sinon. Oui, non, c'est ça. Oh mon Dieu, il y a tellement. Il y a des noms qui me bousculent. Je te dis, de dire un nom de gars, parce qu'il y a Ouais, un ouais, vas-y, lutteur sur la peu scène importe, ça peut être indépendante que je veux, je voudrais me battre contre lui. J'arriverai couper jamais, mais. cet extrait et envoyer lui. Ah non, mais c'est Adam Cole. Oh, ah, oui, ok. Adam Cole. Pourquoi? Parce que j'aime lutter contre des gars. Ça va bien lutter contre des gars. Il est pas trop gros. Fait que ça serait pas une différence énorme de size. Ce gars-là, il lutte, ça n'a pas de sens. Fait que je pense que Adam Cole, ce serait malade. Fait qu'on a Ok. Lita, Dream Match. On a Adam Cole, ce serait fou. Puis là, pour troisième nom, là, ça, j'ai des noms qui se poussent dans ma tête, là, mais j'ai comme 4 noms qui. Mais si j'avais à en choisir un, là, je pense que je mettrais Manami Toyota. Oh, pas mal. Est-ce que tu connais Manami Toyota? Deux noms, mais je l'ai jamais. Enfin, ah si, attends, parce que si je dis non et qu'il y en a avec qui, parce que alors, il faut savoir qu'on a lancé un concept sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, on a lancé un concept qui s'appelle Catch Crap et Archive Catch. En fait, les Catch Crap, c'est des mauvais matchs, donc du coup, en fait, on réagit à des pires matchs, hein, que ce soit mais de toute structure confondue, que ce soit la WWE et autres, et on a lancé. Et je crois que elle, si je dis pas de conneries, je crois qu'elle fait partie d'une Archive Catch. Et honnêtement, de nom, ça me dit quelque chose. Après, il faut que je revoie le visuel. Donc, C'est c'est pour ça que je ne veux pas te dire non, parce que si je dis non et puis que les personnes avec qui je fais cette vidéo qui me disent tu te fous de la gueule du monde ou quoi, on l'a déjà fait, donc c'est pour ça. Non, c'est ça. Manami Toyota, c'est une lutteuse japonaise, évidemment, Oui, qui c'est luttait ça. dans les années 90, Oui, me bah donc semble. c'est ça. Puis, oh, man, une machine. Une Oui, bah, machine. Tu sais, j'aurais pu te dire, tu sais, Charlotte Flair, Tony Storm, Io Shirai, j'aurais pu toutes les sortir, mais tu sais, Manami Toyota, une machine du ring. Puis, oh oui, oh oui. Puis Adam Cole, puis Lita. eh Je me ben, ferais tu les trois vois, couplets. je me rappelle maintenant que tu dis ça. Je crois que c'était le premier match qu'on a vu justement sur ce concept-là sur ma chaîne. Et pour moi, c'est le meilleur match de tous les temps. Elle va affronter je ne sais plus qui. Et honnêtement, franchement, c'est une catcheuse vraiment talentueuse. Je voulais voir un petit peu. Alors, attention, hein, je préfère le dire tout de suite. Je ne vise personne. Ok, je suis pas là pour dézinguer un tel, mais je voulais avoir toi ton avis en tant que femme et en tant que lutteuse aussi. Tout à l'heure, on parlait un petit peu, tu vois, enfin que bah voilà, enfin que les femmes étaient un petit peu compliquées également aussi dans le domaine du catch. Je voulais savoir, il y en a, je suppose que tu as vu que ce soit bah, des Mandy Rose, des Lacey Evans et tout, qui ont, disons, enfin choisi un autre, enfin tu vois, enfin un autre parcours, partir sur des plateformes et tout. Euh, c'est quoi, toi, ton point de vue en tant que déjà de femme dans un premier temps et de catcheuse, les gens qui ouvrent des plateformes comme ça, est-ce que toi, tu penses que ça ruine un petit peu comment dire, l'image enfin, des catcheuses, l'image des femmes? C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? J'aime bien en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un petit peu tabou, mais qu'on ne laisse pas un petit peu, tu vois, enfin, disons, différentes femmes, en fait, tu vois, enfin, s'exprimer à ce sujet-là. Mm. Ben, moi, à ce sujet-là, mon opinion, c'est que ça me concerne même pas, en fait. Ouais, non, mais C'est,
Mais je veux pas commencer, parce que c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est Oui, permettre aux femmes de choisir elles-mêmes comment qu'elles se montrent, bien puis sûr, ouais, ouais. c'est, fait que je peux pas commencer à les, c'est touché un petit peu comme sujet, mais moi, j'ai vraiment un minding, gars, les filles, elles font ce qu'elles veulent, puis si ça fonctionne pour elles, tant mieux. Je pense pas que ça fait mal aux produits tant que ça, parce que la lutte féminine est plus forte que jamais. Ok. Puis il y en a pour tous les goûts. C'est pas, il y en a qui ont envie de faire ça, ils le font. Il y en a qui le font pas. C'est bien correct. Moi, je le fais pas. Il y en a qui. Mais c'est parce que c'est pas de mes affaires. Ouais, non, 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 Puis non, non, mais personnellement, moi, ça vient pas me. Je vois pas, je pense pas que je vois tant que ça comment dire, de mauvaise influence sur le ok. produit qu'on fait sur le ring, là, tu sais. Euh, Fait que honnêtement, je pense pas. Non, non, mais J'ai pas- c'est parce que tu vois, je me suis dit pourquoi pas avoir différents, tu vois, enfin, l'avis de différentes personnes, parce que je sais que en général, tu vois, il y en a, bah, tu vois, parce que bah, c'est compliqué, hein, tu vois, ou, parce que Mandy Rose, elle l'a clairement dit en interview, hein, je gagne plus sur mes plateformes que quand j'étais du côté de la WWE, mais Hmm. c'était juste pour avoir ton avis, c'est pas grave. Alors là, pareil, je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Je voulais savoir, t'inquiète pas, c'est pas une question de ouf, mais je voulais savoir, est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui, que tu es dans le domaine du catch et que tu connais un petit peu l'envers du décor, je voulais savoir si aujourd'hui tu prends encore toujours le temps de regarder du catch, que ce soit la WWE, que ce soit d'autres structures. Est-ce que tu arrives à enlever ce côté analyse de ta tête ou est-ce que c'est encore compliqué? Comment tu fonctionnes? Dans quelle catégorie tu te situes? Est-ce que tu te situes toujours enfin, dans la catégorie et est-ce que tu arrives toujours à rester en tant que fan ou est-ce que tu es, enfin, est-ce que le fait que bah, maintenant que tu es catcheuse, tu as du mal à enlever enfin, ce truc qui est dans ta tête qui est bah, voilà, l'analyse et tout? Hmm. Ben, je te dirais que je suis encore capable d'être fan quand que j'écoute pas beaucoup de luttes, mais tu sais, certains gros événements que je vais quand même regarder. Je suis capable d'être fan, mais c'est sûr que le côté analyse, il part jamais vraiment complètement parce que je vais voir des choses en ligne sans me forcer à les voir. Je veux dire, quand que les gars ils prennent un cover d'un Falsies, puis tu vois clairement le gars à terre à regarder l'arbitre, tu le sais qu'il va kick out. Tu le vois, il regarde l'arbitre. Puis je suis pas capable de pas le voir. Je vois les gars se parler dans le ring. Je fais pas exprès de chercher les moments, mais ça me saute d'en face parce que je le fais moi aussi, tu sais. Mais je suis capable d'être fan parce que je connais pas le booking. Je sais pas. Des fois, oui, tu sais qui va gagner. Tu sais, quand on regardait WrestleMania cette année, on savait tous que Cody allait Hmm. gagner la ceinture. Mais ce qui est le fun, c'est comment que ça va se passer. C'est ça qui est le Ouais. fun à savoir. Puis ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Fait que je suis capable d'être fan puis réagir à ce qui se produit euh, au niveau des storylines. Je suis capable de rester fan, mais au niveau de la technicalité de la lutte, ben je vois les botches, je vois quand que les gars se parlent, puis je vois je sais quand ils vont kick out, je sais quand c'est le dernier move parce qu'il y a des signes que je vois, tu sais. Mais fait que je suis capable de, faire, de mixer les deux en même temps. Le côté D'accord. analyse ne vient pas spoiler le côté femme. Je suis quand même très capable wow, c'était un bon WrestleMania, j'ai aimé ça, c'était le fun. Puis tu sais, il y a des beaux matchs. Puis tu sais, j'y regarde lutter. Puis des fois, je prends des idées dans ce qu'ils vont montrer. Mais tu sais, mais non, le côté analyse, je suis pas capable de me débarrasser, quand même, ne gâche pas mon expérience. Ok, parce que en fait, en gros, moi, pourquoi je pose aussi ce genre de questions? Parce que c'est vrai que, enfin, comme je te dis plus tôt, j'avais fait justement, tu vois, enfin, un entraînement de catch et tout. Bon, j'en ai fait un seul et après plus jamais parce que non, mais laisse tomber. J'ai eu des soumissions, j'ai eu des étonnies, ça m'a fait extrêmement mal. Mais tu vois, je me suis dit aujourd'hui, tu vois, enfin, de base, dans la logique des choses, bon, il se peut qu'il y en a et ça c'est déjà arrivé, il y en a qui ne connaissaient rien, qui n'étaient même pas fans de catch et qui sont arrivés comme ça dans le catch et tout. Mais je me dis, avant tout, enfin, la plupart du temps, on est fan de catch. Et le fait, tu vois, enfin, de passer le cap, est-ce qu'on peut
toujours, tu vois, enfin, aimer et prendre du temps. Donc, pour toi, c'est le cas. Je te dis, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Si jamais tu avais un conseil là, à donner aux gens là, qui nous écoutent pour justement les inciter à faire du catch et tout, quel conseil tu leur donnerais? Quel serait le Oh, conseil de Lou? le conseil de base de Lou, ben probablement que je reprendrais le meilleur conseil qu'on m'a donné à la lutte, puis que j'essaierais de le faire comprendre dès les premiers. Mais c'est sûr que fais ce que tu as à faire, puis, mais quand tu commences la lutte, il faut que tu prennes la critique. Il faut que jamais que tu t'assoies sur tes acquis. Il faut jamais que tu penses que tu es arrivé au bout de ce que tu es capable de faire. Parce que si tu arrives là, c'est là que tu vas plafonner puis tu vas arrêter de t'améliorer. Tu as toujours de quoi apprendre, peu importe t'es rendu où dans ta carrière. Puis prends la critique, écoute tout le monde te critiquer, mais après ça, t'en prends puis t'en laisses. Tu le sais, ce que tu vaux. Ne prends pas la critique des gens vers qui tu n'iras pas demander des conseils. Mais prends la critique, accepte-la toute avec un sourire. Mais après ça, si tu as envie de t'en foutre, fous-toi-en. Mais quand les gens viennent de parler, repousse-les pas en allant la grosse tête. Ah, j'ai pas besoin de tes conseils. Prends-les, Ouais. OK. Vas-y, dis-moi tes conseils. Mais après ça, gars, moi, je pense que ça s'applique pas à moi. Fait que je le tasse. Ok. Fait que ce serait ça que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui commence, je pense. Non, mais c'est pas mal comme conseil et on finit vraiment avec trois dernières questions. Je voulais savoir, est-ce que tu as un endroit où tu as le plus aimé aller catcher et un endroit où tu as le moins aimé aller catcher? Quand je parle de plus aimé et moins aimé, je parle pas forcément du public, je te parle un petit peu, tu vois, enfin, du contexte. Je sais qu'en général, ici en France, on m'a beaucoup parlé que, tu vois, la chose qui leur a marqué, c'est pas forcément le public, même c'est vrai qu'il est très important, c'est disons un peu les conditions dans Mm. lesquelles ils sont. Par exemple, tu vois, on m'a déjà dit que il y en a qui se sont changés genre dans des toilettes, dans des vestiaires, mais quand je te parle des toilettes, c'est pas dans des toilettes dans une salle, hein. C'est peut-être genre des toilettes genre dans des travaux, tu vois, où est-ce qu'il y a des Ouais. travaux dehors, des trucs comme ça. Est-ce que tu as des justement. Ben, mes endroits préférés pour me changer, je te dirais que le Diamant, il est dur à battre parce que c'est un théâtre à la base, puis il y a des belles Ok. loges, puis il y a des douches, puis t'as des beaux grands miroirs avec des lumières partout autour. Là, tu sais, pour se maquiller, c'est bien le fun. C'est, fait que je dirais que mon endroit préféré pour lutter, c'est le Diamant. Puis ça revient à une question de backstage. Parce que les places que j'aime pas lutter, ben, les endroits où t'as pas d'accès à des salles de bain, où est-ce que tout le monde est dans une gigantesque salle où tout le monde se change en même temps. Je veux dire, moi, il faut que j'enlève mon soutien-gorge là, pour me changer. Là. Fait que, tu sais, je suis rendu habitué avec les boys, surtout à NSPW. Euh, ben, dans le backstage de la NSP, il y a quand même des toilettes. Là. Je peux avoir de Niveau l'intimité. Là. intimité, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, si je suis pris dans un spot show où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de backstage, que c'est juste une grande salle, je vais être capable de me démerder. Je connais les gars, fait que c'est pas si gênant que ça, mais je te dirais, comme tu dis, le niveau du confort du backstage, tu Ouais. sais, il y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, tout le monde est collé. Tu sais, des fois, il n'y a pas de lumière parce que tu es comme dans la même salle que le reste du show, genre, tu es juste séparé par des rideaux. Puis, tu sais. Fait que, en général, ouais, quand c'est des spots chauds puis que les backstage sont moyens, c'est moins le fun. Le confort est intéressant. Le confort est très intéressant. Je me doute. Une anecdote que tu as pu vivre, que tu as fait, est-ce que Lou a une anecdote? Oh mon Dieu. Hey, moi, c'est drôle parce que les lutteurs ont tout le temps des millions d'anecdotes incroyables, mais moi, j'ai pas de mémoire. Fait que je les oublie. Je pourrais te dire que j'ai déjà fait 7-8 heures de route en allant lutter. Je revenais du Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait 7 heures de route dans le même char que Sylvain Grenier. Puis Ok. on était, pendant que Decker puis Prince dormaient en arrière, puis on écoutait des films. J'étais avec Sylvain Grenier sur le siège passager de son char, puis on écoutait des films dans le petit écran de son char pendant 7 heures parce qu'on revenait du Nouveau-Brunswick, on allait à Québec. Je dirais, ça, c'est une pas pire anecdote. Je pensais pas vivre ça dans ma vie, moi, 7 heures de char à côté de Sylvain Grenier. Très rapidement, au niveau des films, une préférence particulière, horreur, action, amour, je sais pas, hein. Ah, moi, Qu'est-ce que je suis une Lou, elle aime bien regarder? aventure action, sinon, c'est ensuite, j'écoute des animés. Ok, ah, beaucoup d'animés, d'accord, ok. Ouais.
Je suis dans Ok. l'anime, je suis dans le One Piece Naruto. D'accord, ok. Bon, là, tu vois, je vais essayer de m'y mettre parce que moi, je suis pas du tout à jour là-dessus. Donc. Et dernière question, et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Je voulais savoir, c'est quoi la pire blessure que tu as subie, si tu en as subi une? Pire blessure, j'ai jamais fait de grosses blessures, mais je me suis fait déchirer un ligament dans l'épaule. Ok. Euh, c'est Channing Decker qui me faisait un gros lariat, puis je suis tombée tout croche sur mon épaule, puis je me suis déchiré de quoi dans l'épaule. Tu sais, ça m'a pris une couple de mois à m'en remettre, là. Je me suis déchiré de quoi dans le genou récemment, j'ai dû manquer une coupe de match, mais je te dirais que ma déchirure dans l'épaule, pas mal ma pire blessure. Ok, bah, du coup, dernière question. Je vais te demander quels sont tes projets pour le futur et je vais te laisser conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux. Et encore une fois, mille merci à toi d'avoir accepté cette longue Ça me fait interview. vraiment plaisir, vraiment plaisir. Fait que je te dirais que pour la suite des choses, de continuer à rouler ma bosse à NSP parce que j'ai pas de plan à long terme. Vraiment, à part peut-être éventuellement me rendre au top de la NSPW, ça serait, vu que j'aime, tu sais, j'aime la NSP de tout mon cœur, fait que ça serait de continuer à worker pour cette promotion-là. Peut-être éventuellement un dark match à la All Elite ou à TNA, ça pourrait être cool. Sinon, juste continuer de rouler ma bosse puis que ça aille bien à NSP puis que je me blesse pas surtout. Ça, c'est important. Oui, c'est vrai Fait que que ça sinon serait- les plans vont être un peu foutus à l'eau, quoi. Exact, c'est ça. Fait que continue de rouler la bosse pour que ça aille bien physiquement puis psychologiquement. Puis sinon, ben, les réseaux sociaux, on peut me suivre surtout Facebook et Instagram, Lou O'Farrell, Loue, O apostrophe, F-A-2-R-E-2-L. Donc, sinon, c'est pas mal là-dessus que je suis, euh, que je suis sur les réseaux sociaux. Sinon, si vous voulez écouter les événements de la NSPW, on est sur iw.tv. Fait que si jamais vous avez un petit abonnement à IWTV, là, les promotions pour lesquelles je lutte sont souvent sur ce site internet-là. Donc, la NSPW ou Femme Fatale, pour qui je lutte régulièrement aussi, sont sur iw.tv. Et je rajouterai même loup avec un E, n'est-ce Lou pas, avec un Dylan? E, c'est important. Sinon, vous allez pas m'écouter. Juste vraiment rapidement pour les gens justement qui te connaissent bien, qui suivent un petit peu l'histoire que tu racontes, est-ce qu'on, sans trop nous en dévoiler, est-ce qu'on a vu vraiment la loup ou est-ce qu'on va avoir une loup prochainement, une loup comme on ne l'a jamais vue et une loup encore beaucoup plus meilleure que tu ne l'es maintenant? Ah, hey, c'est une bonne question, tabarnouche, tabarnouche. Je te dirais que je continue, je pense toujours à m'améliorer. C'est important pour moi de ne jamais plafonner, de jamais m'asseoir sur mes lauriers ni sur mes acquis. Donc, j'essaie toujours d'apporter de quoi de différent, d'apporter de quoi de meilleur. Fait que moi, je pense que I'm just going to age like fine wine. Ça sera le mot de la fin. Et Je voilà. suppose que vous allez être beaucoup surpris. Merci encore une fois à toi, Lou, pour cette longue interview. Merci à tous de l'avoir écouté. Puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Allez, bye tout Bye le bye monde. tout le Ciao. monde. Bye.